Chères auditrices et auditeurs, sachez que l'émission que vous apprêtez à écouter évoque les personnages, les thèmes et les situations du film annoncé, de la première à la dernière minute. Par conséquent, ce podcast est intégralement constitué de spoils. Si vous n'avez pas encore vu le film et que cela vous intéresse, faites-le avant de nous écouter. Cet avertissement fait, nous vous souhaitons une délicieuse écoute. Salut tout le monde et bienvenue dans ce film est trop petit pour nous deux, aujourd'hui consacré à Star Wars 8, Les Derniers Jedi de Rian Johnson, sorti le 15 décembre 2017 il me semble. On va en parler en long, en large et de traviole pendant un peu plus d'une heure parce qu'une chose est sûre, ce film est trop petit pour nous deux. Eh bien, bonjour tout le monde. Comme vous l'avez entendu dans l'introduction, on va aujourd'hui parler d'un film sympa qui s'appelle Star Wars 8, donc Les Derniers Jedi. Et comme à l'accoutumée, et vous êtes maintenant tous habitués, eh bien non, car c'est probablement le premier épisode que vous entendez, je vais me présenter. Moi, c'est Thibaut, dit le fourbe, dit l'animal sauvage, dit l'ananas de Saint-Ouen, et je n'y ai jamais foutu les pieds, c'est dire à quel point je suis balèze, mais pas plus que mes deux camarades. J'ai envie de présenter Bertrand dans un premier temps. Salut Bertrand. Bonsoir Thibaut. Oh, j'espère que tu vas bien. Je vais extrêmement bien, comme à chaque fois qu'on enregistre ce podcast, mais c'est la première fois finalement. Effectivement. Bill, mais peut-être que c'est la deuxième, on ne sait pas encore. Bref, j'ai également avec moi le sémillant Thomas, que je salue ici-bas. Tout à fait, je suis le sémillant Thomas, c'est moi. Et je suis également la bête, la pute de Saint-Ouen, tout pareil que toi. J'ai les mêmes titres que lui. T'es la bête du Gévaudan de Saint-Ouen, toi. Tout à fait. Et je suis également ravi d'enregistrer ce premier épisode pour la deuxième fois. Et voilà. Écoutez, moi je suis ravi qu'on soit réunis tous les trois pour parler dans l'amour, la bienveillance et une humeur charitable. Oh là là. Ouais. Oh ben non, écoutez. De ce film, on ne peut plus clivant. Star Wars 8, peut-être le Star Wars qui a le plus divisé, je pense. Et on en aura un aperçu ce soir. Est-ce que vous pensez que c'est le Star Wars qui a le plus divisé ? Tiens, commençons un peu. Ouais, c'est compliqué à dire quand même parce qu'il y a... Ouais. On peut pas dire que les premiers les épisodes 1 et autres étaient bien reçus en leur temps quand même. J'y ai pensé, mais est-ce que c'était... Ouais, remarque peut-être que ça a déclenché ce niveau de haine. Je sais pas, Thomas. Je pense que, alors, pour moi, je pense que ce qu'on appelle du coup maintenant la prélogie, donc la menace fantôme et autres, ont été des épisodes clivants, qui sont devenus des épisodes extrêmement canons pour tout le monde à partir du moment où les 3 derniers, la post-logie du coup est sortie. Je pense que ça a mis tout le monde d'accord sur le fait que finalement les midi-chloriens, ça va. Ce qui est plutôt bon signe finalement. Oui, finalement, oui. Même vrai. Si clairement, on va pas se mentir, le plus mauvais épisode des Star Wars, c'est l'épisode 2. Oui. C'est l'attaque des clones. L'attaque des clones. Ouais, tout à fait. Qui est quand même un peu caca. Mais bon, je dirais pas qu'il est caca, mais je suis de l'avis de Thomas, j'aime les Star Wars de manière générale. Ouais. Mais effectivement, si je dois les mettre sur différents niveaux d'une échelle de kiff, le 2 est quand même, je pense, celui que j'aime le moins. Non. Moi, ça, c'était le cas avant. Maintenant, c'est voilà, c'est ça. Maintenant, c'est ce que je te dis, tu vois. Oui, non, on est d'accord. La post-logie a tout changé dans le sens où elle a mis tout le monde d'accord sur la trilogie et la prélogie. Bon, exactement. Mais je me rappelle d'une soirée où tous les trois nous avions un débat sur Star Wars et Thomas m'avait fort gentiment balancé à la gueule que j'étais un pisse-froid. Cette insulte s'est bien gravée au fond de ma tête. Chaque fois que je dis quelque chose de mauvais sur un film à grand spectacle, je trouve que je suis un pisse-froid. Voilà. Merci Thomas. Eh bien, je t'en prie, ça me fait bien plaisir. Bien, dans ce cas, sur ces joyeusetés, commençons, parce que je pense qu'on va rester dans le ton. Alors déjà, on va essayer un peu de parler, avant de se lancer vraiment dans le déroulé du film, on va parler un peu du contexte qui a enrobé notre découverte de ce film-là.
Je vais commencer par moi-même. C'est le mieux. Écoutez, c'est bien simple. J'étais très hypé par le principe de la postlogie, tout simplement pour revivre du Star Wars au cinéma. Tout simplement. Le 7 m'avait fait me dire ok, pourquoi pas. Il y a des intentions correctes. On est sur complètement de la repompe de ce qu'on a vu avant, mais pourquoi pas. J'ai aimé ce que j'ai vu avant, donc j'ai décidé d'être un bon public. Et voilà, mais j'espérais quand même que la suite propose autre chose. Du coup, en sortant du 8, alors pour le coup, j'avoue que je ne me rappelle plus avec qui je l'ai vu, mais je crois que j'étais seul pour voir le 8. Je crois qu'on l'a pas vu ensemble, Thomas. Il ne me semble pas, non. Malheureusement, notre période où on voyait l'intégralité des films ensemble est déjà fortement révolue. Et il me semble que... Ouais. Je suis même pas sûr qu'on ait vu le 7 ensemble. Non, ça je sais que non. Il me semble, ouais. Et donc, non, c'est sûr, je crois qu'on n'en a vu aucun des trois de cette c'est tout à fait possible. ensemble. C'est peut-être pour ça qu'on a moins d'affect. Peut-être, probablement. Alors que normalement, la logique aurait voulu qu'on sorte, qu'on pleure sur le parking. Ouais. Normalement, c'est les genres de choses qu'on fait en sortant d'un film. C'est comme ça qu'on vit notre cinématographie. Je vous vois tellement avec Thibaut pleurant comme une madeleine dans les bras de Thomas qui essaie d'avoir un air digne, mais avec une lèvre qui vibre un petit peu. C'est totalement faux. Tu sais très bien que je n'ai jamais l'air digne. Donc bref, je crois que j'ai vu ce film seul à l'époque. Alors je vous entends derrière vos écouteurs dire quand même c'est un peu triste ce garçon. Non, j'aime beaucoup ça. J'apprécie beaucoup d'aller voir des films seul. Et bref, j'en suis ressorti très heureux parce que pour le coup, on va en parler. On est d'accord que tu es passé à l'épisode 8 là, tu parles plus du 7. Oui, que je suis ressorti du Star Wars 8 que j'étais allé voir seul. Très heureux parce que, comme je l'espérais, il propose autre chose. De cool, de pas cool, ça on va en parler, mais au moins il proposait autre chose. Et globalement, c'est un élément, et on va en reparler, c'est ce qui fait que j'ai aimé le 8. Donc, j'aime de manière générale qu'on vienne un peu bousculer les acquis, notamment dans des œuvres très massives de pop culture. Et il y a peu de choses plus massives que Star Wars. Et quand on vient un peu taper là-dedans, ça me fait plaisir parce qu'on me propose autre chose à voir et ma foi, ça manquait et ça continue de manquer avec Star Wars, notamment par Disney. Voilà, c'était mon avis, ma contextualisation. Je vous écoute. Je me permets parce que je voudrais rebondir sur quelque chose que tu as dit. Tu fais partie de ces gens qui estiment que l'arrivée de LucasArts dans le giron Disney a été préjudiciable à Star Wars ? J'ai longtemps défendu le fait que non, et il y a des choses qui me font penser que non. Mais je finis par me dire que quand même, parce que l'énorme opulence d'œuvres qui est sortie par la suite, même si là maintenant ça y est ils ont compris, ils se calment, en fait n'a vraiment pas été pour le meilleur. Le fait que j'ai vomi plusieurs fois devant Boba Fett, voilà, c'est ça en fait qui a commencé à me convaincre, et puis après j'ai vu Obi-Wan Kenobi, ça a terminé le travail. Mais au final, j'ai été très 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 longtemps client de ce qui se passait, et puis là maintenant en tout cas, c'est pas dès que LucasArts est arrivé chez Disney, mais c'est maintenant, je trouve que ça y est, ils savent plus quoi en faire, et c'est terrible. Perso, je ne me souviens absolument pas dans quel contexte j'ai vu ce film. Ça a été vraiment une punition en ce qui me concerne. Quand on parle d'épisodes clivants, effectivement, sur cette trilogie, pour moi, il est clivant. Parce que j'en ai entendu peu d'avis positifs, mais tu sais que ton avis compte pour moi au cinéma. Et le fait que tu aies en tout cas apprécié ce film, fait que pour le coup c'est le plus clivant, parce que clairement des trois de toute cette trilogie là, c'est vraiment celui que je n'ai pas du tout aimé. À savoir que l'épisode 7, comme toi, juste le plaisir de réentendre la musique au cinéma, d'entendre des bruits de blaster et autres, voilà, ça a largement suffi à mon bonheur. Et en règle générale, j'aime bien le cinéma un chouïa trop grandiloquent de J.J. Abrams. Oui, voilà. Voilà, mais celui-ci, voilà, comme je te dis, je serais incapable de te dire dans quelles conditions je l'ai vu. Je sais que je l'ai vu au cinéma, je sais que je suis sorti en me disant, mon Dieu, pourquoi tout ce qui pouvait être raté a été raté. Et à contrario, comme je te dis, par contre, l'épisode suivant,
pour le coup, n'est pas clivant car ce film ne provoque aucune émotion en moi. Et je trouve que le film se termine, j'ai l'impression que j'ai regardé un mur pendant 2 heures et il ne s'est rien passé. Tout ce qui avait été mal commencé dans l'épisode 8 est mal déconstruit dans le 9 et je trouve que ça fonctionne pas. Donc c'est pour ça, on y revient. Ça soulève la problématique de la postlogie. Tout à fait. Donc on y reviendra, je pense, un peu plus tard. Mais voilà, pour moi, et là, juste dans la logique, j'aurais donné une trilogie immédiatement à quelqu'un, à savoir soit à J.J. Abrams, soit à Rian Johnson, mais j'aurais pas fait je file à l'un à l'autre. Alors ça fonctionne, on l'a vu sur la première trilogie, mais là non, je trouve que l'épisode 1 amène des choses, l'épisode 2 ça s'échine à les détruire et l'épisode 3 s'échine à les ramener. Et du coup pour moi ça ne fonctionne pas. Je suis d'accord avec ça. Bertrand? Bah moi pour ma part je l'ai vu avec mon frère avec qui on a grandi avec Star Wars, enfin voilà, quelques années avant on jouait encore avec des sabres laser, donc c'est hyper important pour nous, et puis avec un ami qui j'espère est en train d'écouter, Benji, on est sortis tous les 3 du cinéma. Moi j'étais content, comme tu disais Thibaut, j'étais content de voir une nouvelle proposition, de voir un réalisateur, parce qu'on peut pas dire que George Lucas soit un réalisateur, donc je suis sorti de là assez heureux. Et donc on se pose pour manger et je vois mon frère et Benji qui avaient une mine déconfite. Je leur fais mais c'était bien, pourquoi vous êtes pas contents? Et là Benji a commencé à me dire mais il se passe rien dans ce film. Et du coup j'ai traité Benji de pisse froid, et puis après je l'ai revu et après j'ai réalisé qu'en fait je m'étais fait flouer. Et exactement pour ce que tu disais Thomas, parce que enfin, on a tous les 3 on a ressenti la même chose. On a vu le premier, on se dit tiens, chouette, une belle image, une belle réalisation, un truc qui se lance, pourquoi pas. Je vais passer des années à le défendre corps et âme, et puis finalement, c'est la première fois de ma vie que je suis pas retourné voir plusieurs fois au cinéma un Star Wars. Un Star Wars, et c'était le début de la fin. Même si je pense pas que la période Disney soit une mauvaise chose, mais je suis très fan du Mandalorian. Ouais, pareil. Oui, évidemment. Mais très très fan, mais voilà quoi. Je suis sorti content, et quelques heures après, je me suis rendu compte que je m'étais fait avoir. Voilà. D'accord. Bon, merci messieurs pour vos avis. On va revenir un petit peu en détail sur tout ça, mais je propose qu'on avance parce qu'à mon avis l'épisode va être long. Donc allons-y pour Star Wars 8, Les Derniers Jedi, par Rian Johnson. Donc Star Wars. Ce nouvel épisode, donc on avait laissé le 7 donc sur la présentation de nouveaux personnages, d'une nouvelle intrigue, plus ou moins, parce que vraiment on reprend les mêmes et on change juste les noms. Donc on pas que, hein. On prend les mêmes, on recommence, on change un peu les noms de certains, mais globalement. Oui, voilà, c'est juste que maintenant l'Empire s'appelle le Premier Ordre, la Rébellion s'appelle la Résistance. C'est totalement différent. L'étoile de la mort est plus grosse. Oui, voilà. C'est vrai. Et voilà, attends, elle a pris le nom que devait avoir Luke dans la première version du scénario de base. Ouais. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Voilà, exactement. Donc, non, on est quand même dans l'hommage. C'est ce que c'est le mieux faire. J.J. Abrams. Merci. Donc J.J. voilà. C'est pour Jean-Jacques. Je pense. On va l'appeler Jean-Jacques Abrams. Très bien. Moi, ça me va très bien. Donc ce film s'ouvre sur une séquence qui est déjà un peu empreinte du désespoir qui va filer un petit peu tout le film. Ce qui est pour moi l'une des qualités du film aussi, c'est cette espèce d'atmosphère de désespoir profond et de fin imminente qui, pour le coup, est assez prégnante et que je trouve assez bien mise en scène et bien amenée tout le long du film, notamment par les petites cutscenes qui reviennent tout le temps sur la situation de la flotte de la Résistance. Je vais souvent parler de rébellion parce que c'est la même chose. Donc la Résistance est acculée par le Premier Ordre, leur base a été repérée donc sur la planète dont je n'ai pas le nom, et elle va être complètement détruite par la flotte adverse qui arrive. Elle est repérée sur le système Hot, c'est ça? Et non, pas du tout. Ça, c'est mince. Putain, c'est à la fin, c'est marrant, j'ai mis un commentaire là-dessus. Et c'est pas une blague, mais je crois vraiment qu'en plus de ce que j'ai compris, du souvenir que j'en ai du film que j'ai vu cet après-midi, littéralement, je crois que c'est un truc genre Jot ou quelque chose comme ça, la planète véridique. Non, c'est Crate. C'est un truc comme ça. Ah, oh putain. C'est Crate. Ah ben je croyais que tu le savais pas, tu vois, je t'ai tiré les verres du nez. Non, si, moi je le savais. T'avais dit que tu le savais pas? Ah ouais, d'accord. Non, c'est... Petit Malino. On pas grillé. Et si tu changes toutes les notes à Crate, ça fait Hot, hein, il a raison, c'est vrai. Bertrand. Non, c'est vrai.
Et d'ailleurs, si tu rajoutes plein de lettres à Star Wars et que t'en enlèves plein, ça fait les gendarmes à Saint-Tropez. Pardon, mais voilà. Coïncidence ? Je n'y crois pas. Je ne crois depuis pas. bien longtemps. Donc du coup, il y a une évacuation qui est organisée, une évacuation de masse, puisque tout le monde doit se barrer au plus vite, puisque bombardement va avoir lieu. Oui, parce que Vador arrive. Voilà, le sous-Vador arrive, effectivement. Donc voilà, il y a ce vrai climat d'urgence qui, je trouve, est quand même hyper bien amené. Et j'aime beaucoup la façon, et ça c'est un truc qui va arriver souvent, la façon dont Johnson joue avec les échelles. En gros, il a tendance à très très souvent filmer l'arrivée des vaisseaux, principalement les croiseurs impériaux du Premier Ordre. Croiseurs stellaires, pardon. Il a tendance à beaucoup les filmer de très loin, au milieu du vide. Alors c'est soit le vide du ciel, en l'occurrence dans cette scène, puisqu'ils apparaissent dans le ciel de la planète, et je trouve que visuellement ça rend très très bien, soit dans le vide de l'espace, comme on le voit plus tard dans le film. Et pour le coup, Bertrand, tu disais Hoth, mais clairement la planète c'est Andorre. Hein. Là oui, sur le début, oui, parce que le faux Hoth c'est à la fin plutôt. Oui, c'est ça. Oui, le Hoth à l'envers, ouais. Voilà. Le Hoth rouge. C'est ça. Ouais, c'est le Hoth du Père Noël. Le Red Hot. Lol. Pour moi, c'est le premier accident. Parce que J.J. Abrams s'était dit, tiens, je vais refaire le premier, comme ça les gens seront contents. Et du coup, Rian Johnson se dit, tiens, moi je vais refaire l'Empire contre-attaque. Donc il commence son film exactement de la même manière. Sauf que comme c'est Rian Johnson, il se sent obligé de casser le truc en suivant. Voilà. Mais voilà. C'était juste histoire de pisser un petit peu. Bah, t'as bien raison. Ouf, j'ai froid du coup. En parallèle de cette scène de fuite, nous avons donc Poe Dameron, l'un des meilleurs nouveaux personnages pour moi, l'un des meilleurs personnages de cette postlogie. Ouais, dans le premier film surtout. Oui, alors je suis entièrement d'accord, mais très mal utilisé. Ouais, complètement. Oui. Je trouve qu'il y avait tellement mieux à faire avec ce personnage, mais pour le coup c'est le seul qui en plus se maintient. J'aimais beaucoup Rey, je trouve qu'on dirait que quelqu'un la pousse dans un trou et qu'après il la ressort du trou pour creuser parce qu'elle est pas tombée assez profond. Et Finn, je trouve qu'ils se sont dit tiens, on va introduire un nouveau personnage qui est plutôt cool, et après ils se sont dit merde, on a un personnage qui est plutôt cool mais je sais plus du tout quoi en foutre. Oh bah si, on va faire une romance de merde. On y reviendra. Par exemple. On y reviendra. Avec un personnage sorti du cul. Donc, Poe Dameron est en train de voler dans son magnifique X-Wing noir et or, que je trouve du plus bel effet. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de ce design-là. Certes, il est fort joli. Ouais, ça change aussi. Ouais, et puis je trouve ça cool contrairement aux originaux, mais du coup ils ont plus le choix, mais d'avoir de la variété dans les vaisseaux au niveau des couleurs. Il y a des rouges, des bleus, et je trouve que c'est très très cool. Et puis c'est une bonne manière de caractériser le pilote dans les scènes de combat spatial. C'est que on peut pas le voir lui, donc on voit quel est son vaisseau. Et comme il se définit beaucoup par le fait d'être un putain de pilote, ça marche très bien, et ça marchait déjà très très bien dans le 7, ça, en l'occurrence. Évidemment, tout ça n'existe pas dans le 9. Donc ce vaisseau, ce très beau vaisseau, fonce vers un bombardier stellaire. Il sort bientôt le 9, non? Parce que je l'ai toujours pas vu, moi. Non, je crois qu'ils l'ont annulé, malheureusement. Parce qu'il avait l'air super. J'aurais bien voulu savoir très beau. La bande-annonce, moi, me donnait très envie. Ouais, mais j'aurais bien voulu savoir ce qui était Rey, mais du coup, on ne le saura jamais. Non, malheureusement, non. Donc, le X-Wing de Poe Dameron, je vais y arriver, fonce vers le bombardier stellaire, immense vaisseau qui, donc, a pour mission de se massacrer la base de la Résistance et probablement de faire beaucoup plus de mal à la Résistance par la suite. Lui, il s'est fixé pour mission de détruire ce bombardier à tout prix. On le voit du coup discuter à la radio avec je crois que c'est le général Hux. Oui, tout à fait. Voilà, et j'adore ce dialogue. Pareil, c'est très con. Très drôle. Toi, t'as détesté. Moi, il m'a fait rire. Il m'a fait un bon moment. Il m'a fait très rire. Je trouve le timing comique est très bon. De quoi, pardon ? Je trouvais ça lamentable. Je trouvais cette scène, en fait, comme tu dis, pour le coup, dans l'introduction, il y avait ça part comme un Star Wars, hein, mais pour le coup, on s'en prend vraiment plein la gueule. La bataille est grandiloquente. J'ai beaucoup aimé. Je ne déteste pas cette scène avant. Et ça, je trouve que ça tombe comme un cheveu sur la soupe, le côté on me fait des blagues parce qu'on est des blagounettes. Ouais, mais c'était le cas du 7. Hein. C'était très rare que Poe Dameron soit sérieux dans ses prises de parole. J'ai pas dit que j'appréciais ça plus dans le 7, hein. Ça vient pas spécifiquement du film, hein. C'est vraiment cette scène ne m'a pas convaincu. D'accord. Après, on va pas se mentir. Tu n'es pas convaincu en général. Si tu me poses des questions tout au long de ton déroulé, il y a de faibles moments où je vais être d'accord avec toi. J'entends bien, pourtant, mais j'ai vraiment regardé dans les meilleures conditions et vraiment en me disant, je veux trouver et en extraire des choses que j'apprécie. Et j'en ai trouvé. Il y en a peu, mais j'en ai trouvé.
Et ben justement, c'est intéressant parce qu'on en parlait avec Bertrand un petit peu avant l'enregistrement. Moi, ça a été un peu, on a tous, je pense, eu un petit peu le chemin inverse de Bertrand a vu un peu plus de bien que ce qu'il en gardait dans mémoire. Et moi, j'ai vu beaucoup plus de trucs moins bien que ce que j'en avais en mémoire. Et Bertrand n'arrive toujours pas à penser que c'est un bon film, j'arrive toujours pas à penser que c'est un mauvais film, mais on est tous les deux beaucoup plus nuancés. Et toi aussi, du coup, un petit peu. Non, c'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, j'étais à moins 4000 en termes de haine, et là, je suis à moins 3997. Et boum, j'appelle ça de la nuance. Ok, ça me va. T'es tombé dans le mépris, en fait. C'est bien ça. Le mépris, hein. C'est plutôt ça. Sympa. Hein, c'est très confortable, le mépris. Mais vous savez qu'en plus, j'ai regardé ce film uniquement par amour pour vous, déjà, et puis pour les gens qui écouteront ce podcast, parce que je m'étais promis de ne plus jamais revoir ce film. Pour moi, voilà, c'est un film qui ne m'intéresse pas, donc je ne regarderai plus. Je suis parti du principe que la post-logie, à la limite le 7, mais n'existe plus. Quand ça passe, je ne prends pas aucun plaisir, mais même pas ni coupable, ni colère, ni rien. Ça ne me provoque plus aucune émotion. Là, je l'ai regardé en fait du coin de l'œil tout à l'heure en me disant voilà. Ça ne me provoque plus rien. Et ben je comprends ça, dans le sens où moi je sais que si je me refais un marathon Star Wars, j'aurais du mal à le mater. Parce que ce que je lui trouve de qualité, c'est la cassure qu'il fait et la nouvelle proposition qu'il offre. Mais force est de constater qu'elle arrive pas comme il faut. Il faudrait, comme tu dis, qu'il ait sa trilogie. Il aurait fallu en tout cas. Et c'est une trop grosse cassure par rapport au reste pour être cohérente dans un marathon, mettons. Dans une revisite de Star Wars. Ouais, et puis bon, on va mettre tout de suite les pieds dans le plat, on va pas se mentir. En fait, Johnson s'est comporté comme un petit con. Oui, ça je suis d'accord. Je suis entièrement J.J. d'accord. Abrams a posé quelques bases. Il a pas posé grand chose, mais il a posé quelques bases et il s'amuse à tout péter en permanence. Ça je suis d'accord et c'est clairement ce que je reproche au film. D'accord. Oui. Parce que pour moi, justement, je pensais que tu aimais justement ce fait qu'il se soit. Et pour moi, c'est clairement un reproche, il s'en est trop emparé. Il a voulu montrer qu'il était plus grand plus grand que Star Wars. Et personne n'est plus grand que Star Wars, ok ? Non, mais je l'ai pas du tout vu comme il est plus grand que Star Wars. Pardon Bertrand, tu voulais rebondir, excuse-moi. Non, je faisais juste une petite blagounette en fond, une blagounette décorative. Mais je les adore, moi, tu sais. Non, mais je trouve pas qu'ils se prennent pour plus grand que Star Wars, mais je suis entièrement d'accord pour dire que ce qui prime, c'est la cohérence scénaristique d'une trilogie. Et là, il a clairement chié dessus et il a ruiné la trilogie en faisant ça. Là où dans tout ce que j'ai de bon à dire sur ce film, c'est en prenant le film pour ce qu'il est. Pour l'œuvre qu'il est, pas pour sa place dans la postologie. D'accord, genre si c'était un film unique, quoi. Oui, si c'était un spin-off, en gros. Si c'était un spin-off de Star Wars, ça me convaincrait, je trouverais que ce serait nettement mieux. Bon, même si le film en soi a beaucoup de problèmes et on y reviendra, j'en ai noté pas mal et de toute façon je vous fais aussi confiance pour ça, mais et c'est en ça que j'ai vachement nuancé mon propos, c'est que je suis beaucoup moins j'ai plus le mot qu'avant, mais dithyrambique, mais beaucoup moins. Voilà. Ambifoque non, dithyrambique, j'ai le trouvé. Je suis beaucoup moins dithyrambique qu'avant parce que le film a plein de problèmes d'écriture et compagnie. Mais c'est juste en fait ce que je lui trouve toujours de bon et ce qui me fait toujours plaisir, comme je le disais, c'est cette lecture de Star Wars. En fait, j'aime le fait que on propose une autre lecture d'un truc que j'aime et une lecture qui ne me sorte pas par les yeux en l'occurrence. Là, je me retrouve dans ce qui est proposé, le message me plaît et c'est tout ce que je trouve de bon sur ce film. Mais c'est un suffisamment gros morceau pour que ça justifie pour moi la vision de ce film. Donc du coup il y a ce dialogue où Poe prend Hux pour un gros con et je trouve que le timing comique marche très très bien et voilà, et le Oscar Isaac a ce petit côté un peu corsaire de l'espace, un peu con qui me plaît bien. Voilà, il ridiculise Hux donc devant tous ces hommes, le but étant de gagner du temps pour mener une énorme offensive qui a pour but de faire éclater l'énorme bombardier, mais ça déplaît un petit peu à la générale Leia Organa, donc la princesse Leia, la fameuse, parce que cette mission va être très coûteuse en hommes et en moyens qu'ils n'ont plus beaucoup, etc., etc. Donc voilà, ça marche quand même. Une artilleuse de bombardier se sacrifie pour que la mission se mène à bien. Et on verra que cette personne a un écho plus tard dans l'histoire. Dans une scène improbable en plus, parce que... Oui, non, il n'y a rien qui marche. Elle fait tomber la télécommande qui tombe littéralement à 130 mètres en dessous. Voilà, c'est ça, mais elle tend le bras, elle la récupère. Et elle la récupère. Ça m'a foutu en l'air. Surtout, en plus, elle tombe, donc elle est sur une passerelle, le truc tombe à 50-60 cm à gauche de la passerelle, et elle le rattrape littéralement
au milieu de la passerelle. Voilà. Je n'ai pas de problème avec ça, mais un peu de cohérence avec les échelles, merde. Non, ça pour le coup, il y a un vrai problème de raccord et de script là-dessus. Ouais, mais ça c'est typique du monsieur. Clairement, moi, à la première vision, j'avais trouvé cette scène magnifique. En la revisant, pas du tout. Non, voilà, ça m'a fait pareil. Ah, bah. Ça m'a fait pareil. On voit beaucoup trop les défauts et c'est très agaçant. Voilà. Je notais que la scène était pas trop mal. Voilà, parce que dans la scène en tout de bataille et compagnie et d'approche et tout ça, et tu dis, il y a quand même une vraie chance que ça marche pas. C'est pas mal, mais elle est quand même très accessoire. Oui, c'est ça. En fait, c'est une scène qui en fait beaucoup, puis surtout qu'en plus ça fait plaisir au sortir. Enfin, on a tous connu. Bon, on n'est pas si vieux, mais on connaît Star Wars depuis longtemps, depuis les premiers. Moi, les premiers, je les ai vus bien. J'ai même vu ceux où c'est bien Greedo qui tire en premier, enfin où c'est Han Solo, pardon, qui tire en premier. Donc on a vraiment, voilà. Et là, ça fait plaisir de voir enfin une scène, effectivement, visuellement, qu'en met plein la tronche, mais effectivement, est-ce elle finit pas bien. Mais effectivement, si on enlève cet aspect blagounette, la scène en elle-même, ça fait plaisir de voir du grandiose Star Wars comme ça. C'est ça, et là pour le coup, pardon, vas-y Bertrand. Même si, à vrai dire, en termes de grandiose, l'ouverture de l'épisode 3 est imbattable. Ouais, en termes putain, ouais, elle est exceptionnelle. de Star Wars. Tout à fait. L'épisode 3 est quand même assez peu celle-là, battable. Autant épisode 8 à la revision c'est de la merde, autant cette ouverture elle me fout toujours les poils. Ouais, je suis d'accord. 10-15 ans plus tard. Ouais. Exactement. Donc ensuite, à la suite de ça, Hux subit les réprimandes du suprême leader Snoke, donc le fameux grand méchant qui a été hinté par J.J. Abrams. On va y revenir. On va y revenir. C'est également un problème. Oh. Donc il se fait réprimander devant tous ces hommes. Il n'y a pas une seule seconde où le Hux est pris au sérieux dans le film. Il se fait défoncer et littéralement racler au sol. Hein, ça m'a fait marrer. Ensuite, dans le vaisseau mère de la Résistance, on assiste au réveil de Finn, qui est pareil, complètement absurde, et qui commence à poser le côté grand clown du personnage. Voilà. Et c'est là qu'on rentre dans le grand bordel d'écriture avec le cul. Ouais. Parce que finalement, on terminait l'épisode 7, on était sur une sorte de semi-victoire de la rébellion, enfin je sais plus comment ils s'appellent. La Résistance. Comment ils appellent la Résistance. La Résissélion. Voilà, c'est La ça. Résistance. Ou la Rebellance. La rébellion. Ou la rebellance. On terminait sur une petite victoire, mais on savait pas trop où ça allait. Et puis on commence le 8. Temporellement, on est censé être un peu plus loin, puisque apparemment la République est tombée et là le Premier Ordre est en train d'écraser tout le monde. Et en fait, on se rend compte avec le coma de Finn que finalement, temporellement, c'est juste après. Donc, en fait, il y a deux lignes temporelles qui ne coexistent pas. C'est Voilà. ça. Scénaristiquement, en fait, tu sais, ce réveil de Finn, pour moi, c'est Rian Johnson, en fait. Qui, je pense, au bout d'un moment, s'est réveillé en disant putain, il y a lui là, mais si, C'est le ça. mec, le noir que tout le monde détestait dans la première bande-annonce juste parce que tout le monde est raciste. Et ben, du coup, clairement, là, il s'est rendu compte qu'il avait oublié ce personnage qui aurait pu être vraiment génial. En plus, John Boyega, j'adore cet acteur. Ah ouais, grave. Il y avait vraiment un truc à en faire. Dans le et 7, là, je le trouve impérial, parce que pour le coup, c'est le ressort comique du 7, beaucoup, mais Oui. pas que, et il est très très bon là-dedans, quoi. Il est merveilleux, ouais. Ah Il est ouais, merveilleux. Et- Mais et c'est là, aussi le truc, je sais pas vous, comment vous avez connu Oscar Isaac. Moi, je l'ai connu dans Deus Ex. Je sais pas si vous avez vu ce non, film. mais Non. il faut que Un je film vois. absolument merveilleux avec Oscar Isaac et le même acteur que celui qui fait Hux, qui forme un duo absolument C'est magnifique. Domhnall Gleeson, le fils de Brendan Gleeson, qui Ok. joue notamment Ah, le professeur Maugrey dans les Harry Potter. Ouais, c'est un ouais, acteur très connu, mais c'est son fils. D'accord. ah oui, je viens de le découvrir sur Wikipédia en direct. Mm. Merci. Bravo. Un acteur que j'aime beaucoup également. Bah, que tout le monde aime, en vrai. Bah oui. Lui et son père et la famille, le papa, le fils. On est sur du champion. Eh bien, merci Dr. Fact Check. Ça fait plaisir. Le réveil de Finn, donc en gros, il se réveille dans une espèce de combinaison pleine de flotte qui s'est débranchée de partout parce qu'il s'est levé et il erre complètement dans la base. Il a l'air complètement paniqué et lui, en gros, dans le film, il va avoir qu'une seule idée, c'est il faut retrouver Rey. Voilà, c'est tout. Il ne va faire que ça du film. D'ailleurs, Rey, on la retrouve juste après. On l'avait laissé donc à la fin du film précédent sur la planète Écosse. Elle devait retrouver Luke. Elle a C'est retrouvé. la planète Irlande, hein, je crois. Ah oui, peut-être planète Oui. Irlande. Ouais, c'est possible. c'est complètement la planète Irlande. J'avais noté J'ai un planète ami, Écosse, donc peut-être que J'ai un ami que je salue, Julien, qui a transporté le matos pour ce film dans un de ses avions. Allez, classe. Ouais, classe. Ouais, c'est plutôt pas mal ça comme C'est comme quoi qui est le anecdote. plus classe? C'est le fait qu'il ait un avion ou le fait qu'il transporte du matos Non, Voilà. il est pas lui l'avion, il a affrété l'avion. Voilà, Ok. voilà, mais ça y est. Ah, ok, C'est bon, quand c'est même bon. classe, Du coup, ok. on sait ce qui est le C'est plus quand même classe. C'est bon, t'as la réponse à ta question. Mais ça reste très puissant quand même.
Donc la planète Irlande, on avait retrouvé Luke au sommet de sa beauté et elle lui tendait donc son ancien sabre laser. Et là, on va pouvoir parler un petit peu. Il le récupère, il le balance dans le vide sans vergogne, entamant ainsi l'un des points qui va ériger Rian Johnson au rang d'ennemi juré de tous les fans hardcore de la saga. Joli, le petit X-Wing de Bertrand. Et moi, c'est là que le film commence à me captiver. Et c'est là que c'est très clivant. Thomas, je te donne la parole. Ah, parce que juste, je vais mettre un peu de contexte. Bien sûr, vas-y. Cet après-midi, Thomas regardait le film. Il nous a envoyé une vidéo de cette scène avec en conclusion, j'arrête ici. Voilà. Non, j'ai mis fin. Voilà, pour moi, c'est une fin de tournage pour moi. Non, en fait, quand j'ai vu la bande-annonce, et je crois même je sais plus si on le voit ou autre, mais quand je l'ai vu, même la première fois, ça m'a pas du tout déplu. Sachez-le. Déjà, je me considère comme un fan hardcore, mais je ne me considère pas comme un gros con de fan qui estime que tout ce qui est pas dans ce que moi j'aurais fait ou de ce que j'ai envie de voir, forcément c'est de la merde. Je suis complètement capable d'admettre des choses que j'aime pas ou autre, mais là-dessus il y a pas de problème. Et quand je l'ai vu la première fois, ça ne m'a pas déplu, parce que je pensais vraiment, tu vois, n'ayant pas eu une vraie formation de Jedi, n'ayant pas atteint le rang de maître, ne connaissant pas en fait ce qui fait d'un Jedi un Jedi, je trouvais ça cool. Je me suis dit putain, c'est hyper couillu, ils vont faire les Jedi gris. Donc les fameux qui sont ni vraiment des Jedi, ni vraiment des seigneurs Sith. Et je me suis dit, putain, c'est énorme d'avoir Luke qui devient en gros une espèce... Et là, j'ai trouvé ça génial. Tu sais, une espèce de monument de non-manichéisme. Je trouve ça super. Sauf qu'en fait, ça marche pas du tout. Et donc, à la revision, en fait, voilà, c'est pour moi, clairement, le moment où le film s'arrête parce que... Enfin, s'arrête. Je l'ai regardé en entier, mais je crois qu'à partir de là, ça m'a tellement sorti du film que j'ai eu beaucoup de mal à re-rentrer dedans... dans la mesure où après, j'ai plein de notes, mais je ne peux plus rentrer dans ce film. Ce qui est compliqué au bout de 12 minutes, quoi. Ouais, voilà. Non, et puis clairement, dans l'épisode 7, l'arrivée sur l'île et Rey qui arrive devant Luke, oui. Moi, en plus, la musique est sublime. Ouais, c'est incroyable. Ça m'avait foutu les larmes. Oui. Ah, moi, j'ai chialé. J'ai chialé de ouf. Hein. Ouais, voilà. Ouais, allez, on s'assume. Moi aussi, j'ai aucun problème. Tout le film, dans le 7, il le tease tellement, ce retour de Luke, que je me suis dit, mon Dieu, on va arriver à un niveau d'épique, et quand ça arrive, c'est fou, quand elle le voit, tu te dis, putain, mais ça fait combien d'années que j'attends de revoir Mark Hamill habillé en Luke, quoi. C'est ça. Excusez-moi, si vous n'avez pas vu Mandalorian, je vous conseille de faire un bond de quelques secondes, mais pas, putain, regardez-le. Mais l'arrivée de Luke dans Mandalorian m'a fait le même effet. Luke Skywalker, c'est l'incarnation ultime de Star Wars. Et là, je trouve que, alors que dans Mandalorian, ils l'ont rajeuni, et ils l'ont magnifiquement rajeuni. C'est vrai que c'est quand même c'est pas mal. Ça marche plutôt bien, le de-aging est pas mal. Et ouais, tout à fait. Et on retrouve, pour ma part, et je pense que c'est votre cas vu comment t'en parle Thomas, on retrouve cette magie du Luke ultra puissant. Ah ouais. Du retour du Jedi. Du retour du Jedi. Et là, en fait, tout ce qu'on voit, c'est Mark Hamill avec ses marques de pochetronnerie sur le visage, quoi. C'est vrai. C'est ça. On dirait un vieux monsieur en cosplay de Luke à qui on file un vieux sabre bidon et ça marche pas. Alors que ça aurait été tellement cool, en fait. Tu vois, c'est une phrase que j'ai notée. On peut y revenir tout au long du film, mais je vais la dire maintenant. En fait, pour moi, l'intégralité du film rate tous ses rendez-vous. C'est tout con. Ils ont voulu faire un truc hommage, ce qu'a initié Abrams. Il a pas voulu le faire. Pourquoi pas? Mais du coup, qu'il n'essaye pas de le faire quand même. Et c'est tout ce que je reproche au cinéma de Rian Johnson. Tout le film, il essaye de proposer autre chose, mais tout le film, il fait du fanservice ultra bas de plafond. Tout le film. On voit, ils font revenir Yoda qui vient juste pour faire ça n'a aucun intérêt. Yoda qui n'est pas en CGI, qui est en marionnette, de Franco, mal faite. Donc ça, ils font le message de Leia tiré donc d'un nouvel espoir, le message à Obi-Wan, c'est ultra gratos. Même Luke lui dit, même lui il est conscient que c'est un sketch. Et tout le film rate ses rendez-vous. Et déjà le 7, j'ai trouvé le truc avec Han Solo pas utile, alors que juste le fait de le revoir avec Chewie monté dans le Faucon Millennium, dans le Millennium Condor, pardon, j'ai trouvé ça grandiose. Et là, d'un coup, il a tout pété. Mais en plus, et c'est encore une fois du Rian Johnson à 100%, c'est que Luke jette le sabre, donc on se dit, il règle cette question-là,
et 2 minutes plus tard, il y a Rey qui va récupérer le sabre. Donc en fait, Rian Johnson n'a même pas fait son choix dans le scénario. Et on y reviendra tout au long de cette description. Je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où oui, il fait son choix par rapport à Luke. Ce qui est important dans cette scène, c'est pas que le sabre soit perdu, c'est que Luke s'en débarrasse. C'est qu'il intéresse plus Luke. Pour que, littéralement, 5 minutes plus tard, ils disent bon, ben ok, je vais t'entraîner, mais non, hein, fais attention quand même. Hein. Ouais, oui, mais là c'est un peu réducteur, je trouve, parce qu'il y a une argumentation, il y a des trucs comme ça. Elle est valable, elle est pas valable, Bien. D'accord, mais le film essaie de se justifier. Après, moi, ça pour le coup, c'est pas un truc que j'ai trop envie de défendre parce que je trouve pas non plus que ce soit hyper réussi, mais le geste de Luke, j'aime bien, et j'aime bien aussi. Au final, je vois pas le personnage de la même manière que vous dans cette scène-là. Dans le sens où ce que je vois, c'est effectivement plus le Luke du Retour du Jedi, parce que le film m'explique que c'est plus le Luke du Retour du Jedi. C'est un gars qui a essayé de se consacrer à la Force et de former les Chevaliers de Ren et compagnie, et ça a foiré et ça l'a brisé. Et du coup, il ne veut plus entendre parler de la Force. Donc forcément, il a ce truc-là en main, forcément qu'il en veut plus, il le balance. Je trouve ça parfaitement pertinent et logique et cohérent. Alors foncièrement, je suis d'accord avec toi sur ça, sur le fait qu'il est encore heureux qu'il fasse évoluer le personnage. Mais même dans son background, je trouve que tu peux pas maltraiter Luke Skywalker. C'est pas possible. Et là, je trouve qu'ils l'ont vraiment extrêmement maltraité. Le côté oh mon Dieu, je crois qu'il va devenir un seigneur Sith, je vais le buter. C'est pas hyper cohérent avec ce que tu proposes d'habitude, garçon. Et tu vois, il y a plein de choses comme ça où le background amène à une mauvaise version de Luke, je trouve, qui au final amène à balancer ce sabre, ainsi de suite. Ouais, mais pourquoi c'est pas possible de maltraiter Luke ? Parce que c'est comme ça, tu touches pas à Luke, merde. C'est le Donc Christ, on est dans la position de je suis pas un fan hardcore de Star Wars, etc. Mais quand même. Ah non. J'aurais complètement accepté l'idée du Jedi gris. En vrai, il y a un autre détail autour de Luke qui est frappant dans la façon de maltraiter de Rian Johnson, c'est que quelques minutes plus tard, il y a une discussion entre Rey et Luke explique pourquoi ça vaut pas le coup de faire de produire des Jedi. Et en fait, en disant ça sert à rien, moi je vais pas revenir parce que je vais pas sauver l'univers tout seul. En fait, Rian Johnson est en train de briser ce qu'on appelle la suspension temporaire d'incrédulité. Ouais. En fait, il brise son monde, il dit que les Jedi n'ont pas de puissance, en fait. N'ont pas de puissance, alors que finalement, c'est tout ce qui faisait l'épisode 6, le retour du Jedi, où finalement, le combat entre Luke, l'empereur, et le père au milieu, c'est ce qui résolvait tout le conflit. Alors Luke il dit non mais en fait je sers à rien, les Jedi ne servent à rien. En fait il dit Star Wars ne sert à rien, c'est bon vous pouvez rentrer chez vous. Donc c'est cohérent quand je dis que pour moi c'est une fin de tournage. Ouais, mais je trouve pas que ça veuille dire que Star Wars ne sert à rien. Enfin, après on va y revenir aussi, mais pour moi tout le message du film c'est Star Wars ne doit pas se limiter à ses figures de proue. Il doit pas se limiter à ses personnages, enfin voilà, ses chevaliers magiques et compagnie. Ça peut être autre chose. Et c'est ça que le film propose. C'est avec le plan à la toute fin, et on va y revenir avec le Broom Kid, le gamin avec son balai. Je suis entièrement d'accord avec toi sur ce point de vue, sur le fait que justement, quand ils ont annoncé une nouvelle trilogie avec le retour des originaux, je pense que tous on était d'accord sur le fait qu'on voulait les voir briller. On voulait pas les voir revenir se faire fumer par un fils alors moi j'adore Adam Driver, mais le voir Han Solo se faire fumer par son fils par un mec que beaucoup de gens ne tolèrent ou n'aiment pas du tout. On voulait pas voir Luke revenir comme ça. On voulait pas voir Leia mourir littéralement 2 fois, voire 3, puisqu'elle est aussi décédée en vrai. Mais je veux dire la scène, la fameuse dans celui-là, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Plus la scène de son décès dans celui d'après, plus le fait qu'elle soit décédée en vrai, c'était trop. Oui. On en a, voilà. Bon, ça, ils pouvaient pas trop le prévoir pour le coup. Ouais, bon, non, mais là, à la limite, ça, ok, mais bon, c'est quand même la faute de Rian Johnson. Quand la pizza est froide, c'est aussi la faute de Rian Johnson, d'accord? Et dans ce cas-là, moi, je suis le premier. Faites un film. Là, ils auraient fait un film sur Poe Dameron. Enlève tout le monde. Enlève les Skywalker. Arrêtez avec les Skywalker. Voilà. Ça, c'est le problème de fond. Oui. Oui, là, dans ce cas, je suis d'accord avec toi sur le fait que soit vous faites quelque chose, vous voulez faire du fan service, faites-le. Mais n'essayez pas de proposer 1000 trucs à la fois. Si vous voulez faire du fan service, ils auraient fait 3 films, où dans les 3 films, on aurait vu Luke sauter, faire les sauts périlleux, former quelqu'un, voir les enfants, le machin, le ceci, on aurait tous bandé de A à Z. Là, ils ont essayé tout et n'importe quoi en 3 films, qui du coup, ça s'effondre tout. Soit vous proposez quelque chose de totalement nouveau, soit, mais là, je trouve qu'ils essayent de bouffer à tous les râteliers, et pour moi, ça marche pas.
En gros, il faudrait qu'il fasse la croisade noire du Jedi fou en film, et ça, je suis d'accord Ça, avec toute ça. l'histoire de Dark Revan, il y a Oui, non, il y a l'univers de quoi faire. étendu, il est fou, il y a tellement, même à écrire, quoi. Les mecs, il y a des scénaristes. Ou l'incroyable trilogie de Dark Bane. Que Ouais, je l'ai ceux pas qui lu, disent, putain. Ah, bah, je te le recommande. Je sais, vivement, oui, non, c'est, t'inquiète pas, elle est dans la liste. Pour ça, je me dis, et puis tu t'imagines, on a quand même l'univers, l'un des univers les plus construits et les plus fous de toute l'histoire de la pop culture. Avec les On va pas dire bronzés. qu'il n'y a pas oui, bien entendu. Mais d'ailleurs, voilà, un crossover avec les bronzés. Putain, mais oui, hein. Depuis qu'on en parle. Jean-Claude Dux, quoi. Il y avait un truc à faire. Dark D'ailleurs, Jean-Claude Hux. on est d'accord que le personnage de Hux est un peu traité comme Jean-Claude Hux. Hein. 100%. On est 100%. d'accord. Du coup, maintenant, on ne l'appellera que Jean-Claude Hux. Voilà. Avec Jean-Jacques Abrahams, on est bien. On est pas mal, on avance. Et en tout cas, il y a quelque chose qui s'écrit, il y a quelque chose qui se construit. On va la remanier, cette postlogie, y a pas de souci. Je vous propose qu'on avance. Oui, Oui, essayons. parce que là, on en est à 7 heures d'émission, on n'a C'est même ça, pas fini les deux exactement. premières scènes. Donc passons ensuite sur l'ellipse, sur l'explication de la mort de Anne à Luke, les retrouvailles entre Luke et Chewie, ça dure 5 secondes, pourquoi pas. C'est au moment de la rencontre, de retrouvailles entre Luke et R2 aussi, avec la fameuse scène, comme je disais. C'est après, ça arrive un petit peu après. Ah, c'est après? Ouais, D'accord. parce que là, il coupe sur qu'est-ce qui est arrivé à Anne, et ensuite on arrive à la suite. Et après, on revient, et après, il est dans le vaisseau, et là, on est content. Donc, on retrouve Kylo Ren qui va retrouver Snoke en face à face, donc c'est la première fois qu'on le voit. Est-ce que vous avez un avis sur Kylo Ren, du coup? Parce qu'on a vaguement exposé le sujet, mais voilà. Bah, Kylo Ren, déjà, on est tous d'accord sur le fait qu'Adam Driver est un acteur absolument incroyable. Oui. Mais alors pardon, excuse-moi, je te micro-coupe. Hier soir, pas plus tard qu'hier soir, je suis allé voir le dernier film dans lequel il est à l'affiche. Donc c'est Ah mon dieu, mais ça a l'air très mauvais ça. C'est une abomination. J'ai passé un Ah ouais, ça a horrible l'air, hein. moment. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà, Je n'allez viens pas de croire. voir 65, Non, moins 65 65 milliards la terre après, d'avant. Ouais. Ouais, un truc Mais comme ça. rassure-moi Thibaut, tu as une carte d'abonnement. Absolument, je n'ai pas payé voilà. cette séance. Merci. Non, il connaît l'ouvreuse. Mon abonnement a été amorti par The Fablemans. T'inquiète pas. Non, voilà, c'est tout ce que je voulais dire, pardon. Donc oui, Adam Driver est un excellent acteur. Disons que le duo Adam Driver et Daisy, dont j'oublie tout Ridley. le temps le nom. Ridley. Daisy Ridley, ouais. Le duo est absolument incroyable. Ah, je Ces trouve acteurs fou. sont Dans celui-là, je trouve merveilleux. Et c'est peut-être dans l'épisode 8 qui sont le mieux employés, de mon point de vue. Mais voilà, la scène où Kylo Ren pète un plomb sur son casque et l'explose dans l'ascenseur, c'est très classe. Oui. Ça fait partie des très beaux moments. Alors- Et le conflit de son personnage, je le trouve très touchant en fait. Exactement. Cette espèce de souffrance volontaire qui est assez classique en fait dans toutes les histoires de Star Wars et qui marche plutôt bien, je trouve. Tu voulais rajouter un truc, Thomas? Je rebondis sur l'histoire du casque. Et moi, c'est un petit reproche justement que j'ai dans cette scène, encore un. C'est le premier, hein. Pour l'instant, le film m'a plu. Hein. C'est Non. le fait que beaucoup de gens, c'est pas mon cas, mais beaucoup de gens n'ont pas aimé le fait qu'il justement il ait ce casque dans le 1. Parce que beaucoup ont dit ouais, mais Dark Vador il a un casque, c'est parce qu'il en a besoin pour respirer. Alors que lui c'est juste pour le style. Mais effectivement, on veut tous voir du style dans les personnages et avoir un senior Sith avec un casque comme ça. Et puis dans le côté hommage, pourquoi pas. Moi ça m'a pas dérangé. Mais justement, cette scène pour moi m'a vraiment donné l'impression du putain, tout le monde a détesté le casque du 1. Bon, on va le péter dans une scène un peu épique, comme ça les gens seront contents. Et encore une fois, j'ai l'impression que ça participe à la déconstruction de ce qu'a fait J.J. Abrams par Rian Johnson. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Alors, Oui, non, mais c'est vrai Pardon. aussi, ouais. Vas-y. Non, je t'en prie. Ok. Non, je suis d'accord, c'est tout. Non, ouais, en gros, moi, je vois pas ça comme ça, dans le sens où, enfin, il y a peut-être, oui, de toute façon, tout le film déborde malheureusement du côté, je vais chier sur ce qu'a fait Abrams, parce que c'est pas ça que j'aurais voulu faire si j'avais la trilogie à moi. Ce que je ne cautionne absolument pas, et ce qui fait que c'est un film que je ne peux pas regarder dans un marathon Star Wars. Et ce qui est très dommage. Oui. Et sinon, pour terminer, juste donc mon avis sur Kylo Ren, c'est un personnage que j'aimais beaucoup. Comme vous, je suis extrêmement fan d'Adam Driver. Je trouve qu'il est très bien choisi en Ben Solo. Il a vraiment des traits avec le nez un peu fort, le visage un peu fort, on va dire. Ouais, il a un visage atypique, quoi. C'est cool. Voilà, il pourrait vraiment être le fils de Harrison Ford. Je trouve, il a vraiment quelque chose, quoi. Donc je l'ai trouvé cool. Dans le premier, je trouve que d'entrée, là, quand il arrive, je sais plus sur quelle planète ils sont, mais quand il sort du vaisseau, la
première fois qu'on le voit, le sabre et tout, je trouve voilà, ils ont tapé très 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 fort. Moi, ce sabre Et reste justement- une pure merveille, je trouve. Et tu vois, quand j'ai vu le premier, j'avais ce côté, je me suis dit putain, tu vois, Rey, je me suis dit ils vont faire le même traitement. Elle va évoluer dans cet esprit et je me suis dit au moins ils vont finir par avoir enfin un gentil avec un sabre double. Tu vois, je la voyais bien avec un sabre double vert partir dans un truc, voilà, vraiment l'amener à plus que ce qu'elle n'est. Et je trouve qu'au final, je comprends pas en fait ça me déplaît pas, mais je ne comprends pas l'intérêt en fait de toute cet échange qu'ils ont, mis à part le côté amené au pouvoir de l'amour en fait. Tu vois, mais si comme on s'aime, on est des copains, on est des frères, tu vas voir, je vais te ramener du bon côté. Mais non, tu vois bien que je peux pas, je suis trop méchant. Et en fait, il y a un côté un peu trop les feux de l'amour de l'espace quoi, qui me convainc pas trop. Bon, Je crois que tu commences à être à 2 doigts d'être de mauvaise foi. Non, pour de vrai, non, ça m'a pas convaincu, mais après. Non, mais tout à fait, je comprends. Non, voilà, je sais pas. Après, ça n'empêche pas que, comme je vous dis, j'adorais le personnage de Rey. J'aimais bien le personnage de Kylo Ren, mais effectivement, je ressens vraiment la cassure entre les 3 films. Et moi, quand j'aime Star Wars, j'aime les trilogies. J'ai toujours défendu la prélogie, j'ai toujours aimé les 3. Je t'ai toujours suivi là-dessus, d'ailleurs. Voilà. Et là, je suis désolé, j'ai beau chercher tout ce que je peux en unité, en parlant donc vraiment de trilogie. Non, il y en a pas. Je trouve qu'il y a peu de choses qui fonctionnent, quoi. Et c'est le problème. Et c'est ce qui tue complètement celui d'après. Tu passes 2 heures de film à avoir 1 heure où on déconstruit le film d'avant pour construire le film d'après. Ça peut pas marcher. Et c'est un peu ce que je reproche également, même du coup à celui-là. Hein. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais comme je vous dis après, je n'ai pas parole d'évangile si ça vous plaît. Mais tout à fait. Et si vous avez aimé tous ceux qui ont adoré l'épisode 8, grand bien leur face. Ah oui, non, mais c'est clair. En gros, dans cette scène donc, de confrontation entre Kylo Ren et Snoke, Snoke demande à Kylo Ren de retirer son masque ridicule, il dit, et d'arrêter de ressembler à Vador. En fait, au final, c'est ce que tu reproches justement au film. Moi, je trouve ça cohérent dans la démarche, encore une fois, de Johnson, que j'aime dans un film unique, mais pas dans une trilogie. Parce que là-dessus, on se rejoint complètement. C'est, en fait, tout simplement, c'est une pique au 7. Parce que en fait, ce masque, je trouve, cristallise les ambitions des réals. En fait, là où J.J. Abrams vit dans l'hommage permanent, ce masque, les gens lui reprochaient d'exister parce qu'il n'a pas de but en soi. Bien sûr que si, il a un but, parce que le but de Kylo Ren, c'est de ressembler à Vador. Du coup, il met un masque comme Vador. C'est comme ça. Voilà, c'est pour ça que j'aime le masque, moi perso. Oui, mais moi aussi, parce qu'il a un but dans la construction du personnage. Et ce même but est remis en question donc par le 8, qui lui cherche justement à sortir du côté hommage. Qu'il y ait des références aux autres films, je suis d'accord, il y en a. Et c'est normal, et il y en a dans tous les Star Wars, il n'y a pas de souci. Mais, à mon avis, elles ne sont pas là pour être à moitié dans l'hommage. Elles sont là, justement, pour se rappeler un petit peu d'où on vient, mais rappeler aussi qu'on est là pour proposer autre chose à fond. Là, l'idée, c'est de tuer le père, clairement. Et après, il faut aussi ne pas oublier un truc, c'est que normalement, Rian Johnson devait réaliser le 8 et le 9. C'est ça. Ouais. Et son tournage s'est tellement mal passé que finalement, on l'a viré et Abrams est revenu. Ouais. D'où la double rupture, celle du 8 et celle du 9. Si un 9 avait suivi fait par Johnson, peut-être que ça aurait ressemblé un peu plus à quelque chose. Peut-être. Pour tout dire, j'ai trouvé que ce parti pris était hyper couillu et que c'est à ce moment-là que je me suis dit, clairement, c'est cool que Disney ait repris le truc parce que ça n'empêche absolument pas de proposer autre chose avec Star Wars. Et c'est là où les années d'après on commençait à me faire dire merde, en fait on dirait que c'est pas trop l'ambiance en fait, et qu'il y a un côté dans la proposition, encore une fois je maintiens ce truc là, j'insiste vraiment là-dessus, c'était un accident heureux en fait, je trouve, et parce que c'est le seul truc Star Wars quasiment qui a proposé un petit peu autre chose. Le Mandalorian arrive avec une proposition rafraîchissante, mais elle est pas spécialement novatrice ou autre, c'est juste voilà, ça part sur un truc, il y a pas de Jedi. Il n'y a pas de Jedi. C'est tout con. Arrêtez de mettre des Jedi dans il y a Luke et Ahsoka, mais c'est tout. Oui, mais bon. Ouais. Mais c'est si justement le Mandalorian est extrêmement rafraîchissant. Oui. Enfin, c'est rafraîchissant dans le sens où eux ont vraiment compris ce qu'ils étaient en train de faire. Exactement. Quand ils décident de faire le Mandalorian, ils se sont dit, on va faire une histoire parallèle sur un truc que les gens ont adoré, parce que les Mandaloriens, en vrai, ils sont apparus uniquement parce que les gens ont trouvé l'armure de Boba Fett trop cool. Et en vrai, le personnage de Boba Fett, il sert pas à grand chose dans la trilogie, à part être classe. Oui. Et donc, du coup, ils ont fait le parti pris de ne pas prendre de Jedi dans ces séries-là pour garder le côté énorme que devaient avoir les films. Côté énorme que cette
cette post-logie a complètement foutu en l'air, quoi. Pour ça, filer une trilogie à Favreau et à Filoni, et on verra la diff, hein, c'est sûr. Mais, Oui, il faut donner une trilogie. Moi, le premier, hein, je suis donc clairement pas fan du travail global de Rian Johnson, mais j'aurais aimé voir une trilogie par lui. Exactement. Quand bien même je l'aime ou pas, mais j'aurais voulu voir un homme réaliser 3 films. Voilà. Pour avoir une vision. Après, je pense pas que ce soit vraiment un problème. Il y a le story group aussi. Hein. Moi, c'est ça qui me pose problème. Fait. Le problème de fond, pour moi, c'est ça. Mais pardon, vas-y, dis ce que tu avais à dire. Aussi, le truc, c'est que la trilogie d'origine était certes pas réalisée pour l'épisode pour le retour du Jedi et l'Empire contre-attaque par George Lucas, mais George Lucas était producteur et il était quand même aux manettes. Oui. Il avait quand même l'origine de l'écriture. Il est quand même allé chercher son professeur de cinéma de la faculté avec je vais pas retrouver son nom. Irving Kershner, qui a pas fait des films merveilleux, mais qui a fait quand même un des plus grands films de l'histoire avec l'Empire contre-attaque. C'est ça. Mais il y avait quand même George Lucas pour donner la ligne directrice. Sur la nouvelle trilogie, le problème, c'est que c'est Kathleen Kennedy qui a produit, je pense, au moins 70% de nos films préférés, mais c'est quand même quelqu'un de vieillissant, et c'est quand même pas une scénariste. C'est une productrice, donc elle est pas. Et c'est elle qui a choisi Rian Johnson, et c'est elle qui a essayé de l'imposer sur le dernier épisode, et qui a pas réussi à le faire, et qui a, à la sortie du 8, a dit on le dégage parce que ça s'est très mal passé, mais je vais quand même lui confier une trilogie. Je pense que le point central, le problème central de cette trilogie, c'est Kathleen Kennedy. Oui. Ah oui, c'est sûr. Mais de toute façon, on l'a dit dans un épisode des Vrais Savants que je vous encourage vivement à écouter. Un comptable ne fait jamais un bon scénariste et un producteur fait rarement un bon scénariste. Et on l'a vu aux prémices du MCU quand Joe Quesada a pris les commandes. Bon, on n'aime pas, mais à titre d'exemple, on a quand même réussi à créer un univers cohérent avec une trentaine de films et de séries. Quand ils ont donné c'était Kevin Feige, pas Joe Quesada. Non, au début, il y a eu Joe Quesada qui en fait a été le créatif qui a commencé à faire le truc. Et ensuite, Kevin Feige a amené... Sincèrement, quand tu fais 30 films avec une ligne d'histoire par film, ça va, c'est plus facile d'être cohérent. Mais, au moment où ils ont décidé d'adapter des comics, ils ont fait appel à des scénaristes de comics. Donc ça a marché, parce qu'ils ont fait que reproduire les histoires. Tu prends Iron Man, ils ont fait que reproduire un comics Iron Man. Ils ont pas cherché à faire plus que ça. Quand ils ont essayé de faire Star Wars, ils auraient dû prendre quelqu'un qui a écrit un roman, qui a écrit un comics, qui a écrit quelque chose de Star Wars. Ils auraient dû rappeler George Lucas en tant que consultant. Vu le pognon qu'il avait, il aurait même pu le faire gratos, je pense. Ou même, tu vois, là, c'est pour ça qu'ils aillent chercher Favreau ou Filoni, ou Bryce Dallas Howard. Elle a prouvé qu'elle était largement capable de faire quelque chose. Elle a juste réalisé le meilleur épisode de Boba Fett. Non, de Boba Fett. C'est Mandalorian. De Boba Fett, je crois qu'elle en a fait sur Boba Fett et sur Mandalorian. Elle a fait sur Boba Fett, je crois, l'épisode où Mando revient, en fait, tout simplement. Voilà, c'est ça. Je crois. Hein. Ah oui, le seul bon épisode de Boba Fett, d'ailleurs. Ouais. C'est ça. Mais moi, mais bien sûr. Bien sûr. Non, le meilleur épisode de The Mandalorian, c'est Taika Waititi, hein, en vrai. Ouais. Oui, c'est vrai aussi. Le dernier de la première saison. Ouais. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est que... Et je suis d'accord avec toi, Kathleen Kennedy est peut-être une très bonne productrice, mais c'est pas parce que t'es un producteur que t'es un créatif. Et le problème qu'il y a avec Star Wars, je pense, c'est qu'on est arrivé dans une horrible phase où il faut vendre des jouets et plus vendre de films. Et du coup, je pense sincèrement qu'on n'est plus, nous, on est presque où on est déjà quarantenaire, et on n'est plus, j'ai l'impression qu'on n'est plus la cible. En fait, ils en ont plus rien à branler de nous. Nous, ce qu'ils veulent maintenant, c'est vendre des poupées. Alors nous, comme on est tocards, on achète des figurines, la preuve, t'as un X-Wing chez toi, mais... On me l'a offert, hein. Mais moi j'en ai partout. Moi tu vois, je suis en train de vous parler, j'ai une gigantesque pop Star Wars juste à côté de mon bureau. Du Star Wars j'en ai partout. Donc ça marche parce que c'est Star Wars. Mais j'ai l'impression qu'on n'est plus la cible parce que les créatifs ont décidé de vendre. C'est des comptables qui font les films, c'est plus des créatifs. Alors oui, je me permets juste si vous permettez de clore cette petite partie parce qu'on arrive à 1 heure d'émission et pas du tout à 1 heure de film. On a fait 15 minutes de film. Voilà. C'est ça. Juste, en fait, l'idée a toujours été de vendre des jouets avec Star Wars, puisque c'était la base même du contrat de George Lucas avec sa société de production. Mais tout à fait. Mais il est possible, un peu. Mais il est possible de vouloir vendre des jouets et de aussi proposer un bon truc derrière. En fait, c'est ça le truc. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Je sais bien. Mais on est passé uniquement dans cette phase-là. Et je pense pas que ce soit un problème de Disney. Pour le exemple, coup, moi, Petit Poney, les gars. Petit Poney. Les films sont merveilleux. Ouais.
C'est pour de vrai? J'ai pas vu le. Ah ouais. Non, c'est jamais. Tu sais, Non, je l'ai. Mais enfin bon. Écoute, je t'encourage à accélérer, Thibaut. Oui, bah très bien. Du coup, ensuite, on a. Alors, je me permets de te couper. Ouais. Bah écoute, je me permets de refuser. Parce que Ryan Johnson est un con. Allez, voilà. Ensuite, on retourne sur la planète Irlande. Luke envoie Shiren en lui disant qu'il a pas envie de se replonger là-dedans, qu'il est mieux là où il est, que tout le monde est un peu mieux comme ça. En gros, c'est ce qu'on a dit. Voilà, on explore un petit peu l'île en question. Ça n'apporte pas grand-chose à part un petit peu de petits délires visuels, quoi. C'est pourquoi pas. Et de cringe, quoi. De cringe. Ouais, de cringe. Notamment cette scène où il va chercher du lait. Sur Oui, cette voilà, ça c'est très créature particulier. qui crée une scène un petit peu, tu sais, avec une tension un peu érotique, mais on sait pas pourquoi, parce qu'en fait, je l'ai revu donc, tout à l'heure. Il traite cette créature. Oui. Et après, genre, elle regarderait. Oui. Mais genre, elle a deux doigts de lui proposer un truc à trois. Tu sais. Elle le regarde, genre. Alors, comment ça va, vous? C'est ça, normalement, elle tire sur une cibiche. Ah ouais. Alors que Luke vient de boire un vieux lait dégueulasse. Ah bah c'est le lait bleu, hein, scène. ça, voilà. C'est... En Ça, prenant avec, une gueule dégueulasse en plus. Vraiment, non, mais y a rien. c'est immonde. Immonde. Toute cette scène Ouais, immonde. Et puis après, regardez, achète ma merde avec les porgs là, qui Ouais. n'ont aucun autre intérêt que de vendre des jouets. Hein. Bon, ça a marché, j'en ai un, mais ça n'a pas d'autre intérêt. Oui, dans tu sais d'où il l'histoire. vient d'ailleurs, hein, dire. c'est moi qui l'ai offert à ta fille. Voilà. Je sais. Faut dire qu'il est incroyablement pipou, ce porg. Oui, non mais en plus j'adore les porgs. Moi je leur fais des bisous. Hein, Bah mais, oui. honnêtement, Forcément. ils ont suffisamment peu de place dans l'intrigue et dans le film pour qu'on se dise pas que c'est de la merde en fait. Ils servent à rien. Ils sont juste là pour exister et faire des bruits chelous. Et c'est tout. Et moi j'aime bien le fait que ça se limite à ça. Ok, ils font un concours de figurines. Je vais être obligé de sortir ma tub. J'ai pas de figurines chez moi. Je suis désolé. J'ai sorti mon Oui, mais- Totoro. J'ai mon Baymax. Et qui est un nounours, hein, je précise. Oui, voilà. Je n'appelle pas mon C'est pas un nom Totoro. étrange. Totoro. Ensuite, il y a la scène où Rey voit apparaître donc dans la brume. Elle est appelée par une espèce de temple planqué dans la brume. On finira par apprendre que ce temple est une espèce de mausolée de la religion Jedi, l'un des derniers qui reste. Et donc là, ça représente vraiment la sacralisation de Star Wars, on va dire, par les fans autour des figures emblématiques. Encore une fois, ce que Rian Johnson essaie de buter. Et il y viendra évidemment avec très peu de finesse, mais pourquoi pas. Ensuite, Poe se prend une avoine par la générale Leia, toujours à cause donc des dégâts engendrés par son opération. Une question, tiens, là-dessus. Est-ce que ça vous choque pas le fait que Leia soit devenue une espèce de pisse-froid, hein, pour le coup, qui est tout le temps en train de chouiner en disant ouais, mais il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, alors que littéralement l'intégralité de son personnage repose sur le fait que c'est une casse-cou. Oui, tout à Alors fait. extrêmement réfléchi, mais une casse-cou quand même. C'est devenu une vieille réac. C'est devenu On est une d'accord. vieille réac. Elle est Et de droite, quoi. Elle est de droite, elle est clairement de droite. Et en plus, en reprochant à Poe Dameron de faire le casse-cou, en fait, elle caractérise Poe Dameron juste comme un casse-cou. Donc, en fait, elle en fait une espèce de stéréotype tout pérave. Je suis d'accord. C'est vrai que les interactions entre Leia et en l'occurrence le personnage de Poe sont très creuses et assez décevantes. Elle passe son temps juste à lui... Enfin, pas son temps justement, parce qu'au bout d'un moment, elle se range de son côté, mais sinon, elle passe quand même une grosse partie du film à juste dire vous avez tué des Oui, gens. c'est ça. C'est dommage. En fait, Après, ça aurait été un film des années elle assume 80. la nouvelle position qu'elle a, ce qu'elle avait pas avant. Donc avant, elle était... Ouais. Voilà. Et puis, tu sais qu'en vieillissant, on se tourne toujours un petit peu plus vers la droite. C'est vrai. Mais tu sais, ça aurait été un film des années 80, elle aurait été noire et elle aurait dit qu'elle avait le commissaire sur le dos. C'est sûr et certain. Oui, ouais, C'est littéralement ce personnage-là. Tu sais. C'est Callaghan. à 100%. Ah, c'est sûr. Et du coup, c'est là après qu'on a cette fameuse scène où le Premier Ordre arrive. Kylo Ren va dans sa navette et commence à tirer partout. Il hésite à tirer sur sa mère, il ne le fait pas. Mais les chasseurs qui le suivent vont défoncer toute la passerelle. Et donc Leia va se retrouver propulsée dans l'espace, gelée, morte. Elle est morte. Et non, et là, Flying Leia. Voilà, Super Leia, en fait elle se réveille. C'est pas incohérent qu'elle soit un peu liée à la force, je trouve, vu les ascendances, même si ça aurait été bien qu'on en entende parler avant. Mais dans la réalisation, ça me va pas du tout. Je trouve ça très moche. Non, c'est caca boudin. Ah, c'est très gratos. C'est pas très Je vais être joli. vulgaire, mais c'est caca boudin. Un autre problème de ce film, c'est qu'en fait, Rian Johnson, et c'est pour ça que Kathleen Kennedy l'a choisi, bon, en dehors du fait qu'elle trouve que c'est un bon réalisateur, apparemment, c'est une bible de Star Wars. Rian Johnson. Ah ouais. Apparemment, il a tout lu, tout vu, et donc du coup le fait
de faire la Flying Leia, c'est de montrer qu'elle a été formée par Luke à un moment ou à un autre. Et donc du coup, en fait, c'est une private joke pour les gens qui ont lu des livres lointains qui ont été édités dans les années 80, quoi. Voilà. Ouais, d'accord. Ok. Après, pourquoi pas? Moi, je suis d'accord avec toi, Thibaut, sur le fait que, oui, effectivement, vu les ascendances, qu'elle ait une truc à la force. Mais dans ce cas-là, plutôt que de nous faire des scènes qui servent à rien, parce qu'il y a beaucoup de longueur, je trouve, dans ce film, notamment toutes les interactions avec Laura Dern. Et quand t'as Laura Dern dans un film, tu t'en sers un peu mieux que ça, de par là. Mais montrez-le, faites du de-aging et montrez-nous. On aurait tous voulu voir ça, voir une scène de Luke et Leia qui se retrouvent pour de vrai, plutôt que cette scène qui dure 10 secondes en mode, ça, toi, tranquille. Bon, allez, je vais crever. Voilà. Ça se limite à ça, leur scène. Et je trouve ça dommage. Moi, je trouve, tu vois, autant le film a plein de longueur, mais je trouve que les scènes avec Laura Dern, honnêtement, je pense pas que ça en fasse trop. Enfin, je trouve pas que ça en fasse trop partie. Je trouve qu'elle sert à pas grand chose. Enfin, pas avancer l'histoire, en fait. Laura Dern, c'est sûr, quand même, ils se sont dit, tiens, on va faire du girl power. Après tout, c'est Leia qui dirige la Résilion. La Résilion. Ouais. La Résilion. La Résilion. Et donc du coup, on va faire trop original. On va faire une amirale qui fait 1m90, qui est en robe de soirée, qui a les cheveux violets. Et en plus, on va prendre Laura Dern. Non, mais franchement. Ouais. Non, c'est sûr que ça remplace le Amiral Akbar, qui était une espèce de poulpe poisson. Oui, c'était mi-crabe. C'était une crevette de l'espace. Ouais. Space Shrimp, incroyable. Il est mi-homme, mi-sauce cocktail. Mon Dieu. Ouais. C'est ça. Ah mon Dieu, saut piqué s'en lave les mains. Bon, ensuite, on en arrive à une situation de statu quo. Donc, l'attaque a été tout à fait inconséquente, quasiment inconséquente. La résistance se tient à bonne distance des bombardiers et tient bon, mais on sait que ça va pas durer. Ça va être l'enjeu du reste du film. Je trouve ça un peu con. Pourquoi le premier ordre n'est pas arrivé juste un poil plus proche d'eux ? Ça aurait réglé complètement la question, parce que là, il se trouve qu'ils sont pile poil à la bonne distance pour être voilà, et apparemment l'assaut qu'ils ont fait avec les chasseurs a quasiment rasé tout ce qui restait. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas prolongé le truc un peu plus comme ça ? Ils terminaient le truc. Bon voilà, c'est de la facilité scénaristique, mais ça permet Ça permet encore à Rian Johnson de dire j'ai vu ces vaisseaux là dans un épisode lointain de Star Wars Rebels, ce vaisseau qui est capable de faire sortir les croiseurs de l'hyperespace. Et ça, c'était un truc qui était dans Star Wars Rebels, qu'on avait aussi un petit peu vu dans Star Wars Clone. Et voilà, il s'est dit tiens, je vais encore prendre un petit truc et le mettre là. Ça va me permettre, comme tu disais, une petite facilité scénaristique un peu pérave. Ouais. Ouais, bon, voilà, c'est assez mal mené quand même, mais j'aime bien ce que ça amène en termes de situation un peu désespérée, tout ça. Au final, c'est hyper con que l'on en soit arrivé là, mais quitte à en être arrivé là, autant s'en servir bien. J'avoue que j'aime bien la façon dont ils s'en servent. Ensuite, c'est là qu'on a la scène de retrouvailles entre Luke et R2. Voilà, c'est le même Luke et le Millennium Condor du coup. Voilà, il récupère les dés de Han, ça sert à rien. Je trouve que la scène est suffisamment sobre pour être cool. Faire du fan service de daube dans un film qui veut ne plus être faire autre chose. Je trouve pas que ce soit du fan service là pour le coup. Je veux dire, s'il y avait rien eu en rapport avec le reste de Star Wars, j'aurais trouvé ça bizarre. Là, pour le coup, il y a quand même pas énormément de références. Est-ce que tu veux dire que ça a réussi à toucher ta fibre nostalgique? Non, pas du tout. Moi, de façon de base, toi, tu disais tout à l'heure qu'on avait tous envie de voir revenir les anciens. Non, justement, je voulais qu'ils proposent un nouveau truc de base. Le fait qu'ils décident, parce qu'il y avait ça aussi, il y a cette idée que chacun des 3 films est consacré à chacun des 3 anciens personnages. Le premier étant basé donc sur Han qui meurt, le deuxième était basé sur Luke qui meurt, et le troisième était supposé être sur Leia qui est morte avant le film. Voilà. Et du coup, ça m'intéresse pas, moi, cette proposition-là, mais quitte à ce qu'ils fassent revenir des gens, voilà, là, je trouve que franchement, il y a quand même... Enfin, je trouve ça très dur de dire que on est dans l'hommage du fanservice. Vas-y, Bertrand, pardon. Faut voir l'hommage. Ils sont allés ressortir les dés de Han Solo qui étaient dans le Millennium Falcon. Mais en vrai, vous qui avez vu comme moi la première trilogie 2500 fois, est-ce que vous aviez remarqué ces dés ? Non, je savais qu'ils y étaient parce que, à force d'entendre des gens parler de Star Wars, il y a des fans qui ont iconisé absolument tout ce qu'on voit dans les plans de Star Wars. Du coup, je savais que les dés, pour certains, avaient une importance. Mais c'est pas pour moi. C'était plus les dés qu'il a dans le camping-car de l'espace, de la folle histoire de l'espace. Tu vois, c'est plus là que je les ai vus.
Mais non, après, non, j'avoue. Non, après, moi, le premier, hein, pour le coup, contrairement à vous, je suis extrêmement sensible à la nostalgie. Je suis très content de voir ce genre de choses. Mais comme je te dis, l'un va, ça, je trouve que je comprends pas où ça veut aller, en fait. C'est ça le problème. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si tu veux complètement casser avec tout ce qui s'est passé avant, fais-le. Mais dans ce cas-là, ne fais pas du fanservice, je sais pas. Après, probablement, et sincèrement, je le dis franchement, probablement que ma vision est totalement tronquée de ce film, ne serait-ce que par la version que j'ai pour le réalisateur et la version que j'ai pour le film. Donc, j'ai beaucoup de mal à lui trouver des qualités quelles qu'elles soient. Mais, bref. Bon. Et donc, du coup, là commence mon timing de l'enfer. Il y a 10 minutes dans le film, Luc disait qu'il ne voulait pas former Ray. Il rentre dans le Faucon Millenium, il voit sa petite vidéo, et puis là il se dit tiens, je vais former Ray. Voilà, ça va rechanger dans... Et je me demande dans quelle mesure toute cette séquence, elle n'a pas été imposée à Rian Johnson. Alors je dis pas ça pour défendre le truc, mais je suis assez d'accord que elle vient casser un petit peu le truc, qu'elle a pas beaucoup de sens et que tout est condensé dans une séquence. C'est-à-dire que la séquence du Millennium Faucon, hein, du coup, elle cristallise tout ce que tu reproches à cette scène, en l'occurrence Thomas, le fanservice et tout ça. C'est-à-dire qu'il trouve les dés, il retrouve R2 et R2 lui montre la vidéo du 1 et enfin du 4 et boum, ça suffit. Et c'est très con. Et tout est condensé dans une seule scène, en fait. Donc, je me demande dans quelle mesure ce truc-là a pas été rajouté un peu au forceps. Peut-être, oui. Voilà. Peut-être. Ce n'est pas impossible. Voilà. C'est rien non plus, mais pourquoi pas. Non, mais après, ça sauve rien, mais je me dis que je comprendrai pourquoi elle est là, du coup. Parce que sinon, c'est vrai que même si je trouve qu'on n'est pas dans le fanservice gratos, sauf pour le coup de la vidéo qui lui montre la vidéo, c'est une chose, que ça le convainc immédiatement. Ouais, c'est ça, voilà. Je suis d'accord. Que ce soit un Deus Ex Machina Ultimate instantanément, alors c'est beaucoup. Surtout qu'en plus, pour le coup, est-ce qu'il la voit? De quoi? Oui, il la voit. J'arrive plus à se souvenir si dans l'épisode 4 il la voyait. Ah bah oui, c'est en réparant le droïde justement qu'il voit ça et qu'il cherche à avoir la suite après. Non, mais je savais plus si c'était dans quel sens en fait, si c'était Ben qui la voyait et qui lui amenait ou si c'était l'inverse. Mais non, c'est ça. Mais en fait, c'est quand c'est parce que sur la vidéo elle dit sauvez-nous Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir. Voilà. C'est parce qu'il entend ça qu'il se demande si c'est pas le vieux Ben Kenobi qui vit dans le vieux Ben, voilà. Voilà. Donc ensuite on a la nomination du vice-amiral Holdo puisque la générale est devenue un apéricube. Donc moi je trouve que Laura Dern. Oui, mais volant. Hein? Volant. Bien un sûr. apéricube volant. Mais de toute façon, tu sais, au saumon. On rappelle brièvement qui est Laura Dern quand même. Parce que c'est quelqu'un d'important. C'est le docteur Ellie Sattler. Oui, le docteur Ellie Sattler, effectivement. C'est la femme de Alan Grant dans Jurassic Park. Dans Jurassic Park, voilà. Elle joue dans... Ah, je sais plus. Putain, avec... c'est bon, ça va. C'est pas la peine, c'est bon. Elle est dans Jurassic Park. Elle est dans Jurassic Park. Un des plus grands Spielberg. Et c'est un personnage sublime pour le coup de Jurassic Park. Ah oui. Qu'est-ce que c'est bien écrit, qu'est-ce que c'est c'est bon. Qu'est-ce que c'est beau, putain. Peut-être qu'un jour on fera un épisode sur Jurassic Park juste pour se saucer un peu, franchement. Alors, il est pas exclu, mais on fait 2 heures où on fait juste juste ça, une espèce de vidéo ASMR. Ou sinon, ce que je vous propose, c'est de faire une émission sur Spielberg, une émission de 8 ans. Oui, je suis OK. Je suis OK avec ça. Tout à fait. Ce sera un défi de podcast et d'hygiène de vie, mais je suis très chaud. Ok, donc elle pour le coup, Holdo, elle présente sa ligne directrice qui est on va jouer la survie coûte que coûte. Elle va foutre sur la gueule à Dameron un petit peu. Voilà, Finn il reste dans son idée qu'il faut qu'on aille chercher Ray. Oui, parce qu'ils ont complètement oublié d'écrire un personnage. Non, mais là, franchement, ils sont juste dit, il avait bien aimé Ray dans le. Avant, c'est ça qu'il va faire, il veut l'avoir. Moi, je pense qu'il l'a dit avec l'accent du. Il a bien aimé Ray dans le premier. Non, c'est ça. Le scénariste parlait comme ça. Il va aller chercher sa copine. Exactement. Et donc, c'est là qu'est introduit le personnage de Rose, qui est joué par. J'ai oublié de le noter. Par une je sais pas. actrice. Je me souviens plus. Alors, je sais que c'est très malheureux parce qu'elle fait partie d'une de celles qui a le plus violemment subi les foudres de la toxicité des fans de Star Wars qu'on salue. Alors que je sais que vous n'êtes pas d'accord avec moi, enfin il me semble que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais je trouve que le début de romance entre Finn et Rose est particulièrement joli. Ouais, moi j'avoue qu'il m'a pas touché, je l'ai trouvé vraiment ultra accessoire, d'autant plus que Finn ne sert à rien dans le film. Ils se sont dit, on va lui faire juste chercher le personnage principal
Et en plus, il aura une petite amourette parce qu'il faut bien en caler une et qu'on n'a pas envie de faire ça pour les autres. Donc je trouvais que c'était mal amené, mal écrit. Voilà. Mais le personnage en soi, je l'aime bien. D'accord. Moi, je n'aime pas le personnage parce que je comprends pas son intérêt. Là, j'aime bien l'archétype du personnage. Après, en soi, elle apporte rien au film. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, l'archétype du personnage, c'est un Ewok, hein. Non, Au final. non. En fait, c'est le tiédisme de Ryan Johnson, Rose. C'est qu'il veut faire, et il y a plusieurs fois le message dans le film, faire intervenir dans l'histoire les classes laborieuses. Et Rose représente la classe laborieuse, Exactement. les petites personnes. Et il le fait mal parce qu'il est tiède finalement. Parce que là, je trouve que ça n'amène rien. Toute l'histoire, je vais avancer un peu sur tout le scénario, mais toute l'histoire avec le truc du casino, ça amène pas grand-chose. Non, ça c'est le point faible du film, pour moi. Dans la réal pure, je trouve que c'est le gros point faible du film. Voilà, toute cette scène, en fait. La scène sur Cantobite, elle sert à rien. Voilà. Et du coup, tout ce personnage est forcé puisqu'il se retrouve le cœur du personnage, le moment où on le voit le plus, c'est dans ce passage qui n'a pas grand intérêt finalement. Non, voilà. En fait, le seul intérêt, c'est de parler effectivement des classes travailleuses, des esclaves enfants dont elle a fait partie et tout ça. Ça sert à ça. Elle sert qu'à ça et c'est tout ce qui guide le personnage au final. Ce qui est un propos qui est pas inintéressant. Je trouve ça cool qu'ils apportent ça, surtout que à la fin, c'est aussi le symbole qui va être soulevé par Johnson, le fait que ces petites gens-là, c'est à eux aussi qu'appartient Star Wars, à savoir vraiment à tout le monde et que chacun est libre d'en faire un peu ce qu'il veut. Et moi, c'est vraiment ça que je sauve du film au final, donc je m'accroche un peu à ça. Donc voilà, ils arrivent sur Monaco, donc, et il y a toute cette... Donc là, ils rencontrent le Jeff Tuch de l'espace. Voilà. Faut expliquer pourquoi ils vont sur Monaco. Oui. Parce que en fait, ils sont censés trouver une personne qui empêche le vaisseau amiral de Snoke de les sortir de l'hyperespace. Donc voilà, c'est ce qui leur permettrait de s'enfuir. Exactement. Ils doivent craquer un code, en gros. Voilà, tout à fait. Et donc ils vont chercher Justin Theroux qui est habillé comme Harrison Ford au début de Indiana Jones et le Temple maudit. Ah oui, d'accord. Oui, Ouais. Et Ok, qui petite est également référence alors je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais littéralement il est habillé pareil. Il est allé chercher Justin Theroux qui est quand même un acteur assez sympathique pour lui faire c'est tout. Pas beaucoup d'intérêt. Bégaye, on sait pas pourquoi, ça n'apporte pas grand-chose au personnage. Non, celui qui bégaye, c'est pas Justin Theroux. Ah mais non, oui, non, pardon, oui, c'est Benicio del Toro. Et là, je pense que Benoît du Taureau. Ouais, Benoît du Taureau. Oui, non, mais oui, je sais pas pourquoi j'ai fait la confusion. Je sais l'amour que porte Bertrand à Benoît du Taureau. Et je pense qu'il doit avoir 1 milliard de choses à dire sur son personnage. Ah ouais, mais on n'y est pas encore. Dans l'histoire, on n'y est pas encore. C'est pour ça que j'ai recommencer. Pardon, c'est là que je vais recommencer le timing du scénario. D'accord. Au travers de ce personnage. Bref, en gros, la façon dont ils ont le tuyau, c'est quand même en faisant revenir un personnage du set. Du coup, Masgalata, je crois qu'il s'appelle. Maskanata. Ouais, c'est ça. Merci, tu l'as mis. Alors que je ne savais pas, est interprété par Lupita Nyong'o. Ah ouais. Ce que j'aime bien aussi, qui joue dans Black Panther notamment. Et je ne savais pas, j'ai appris ça il y a peu. Et c'est elle qui le fait. Voilà. Le personnage était marrant dans le set, sans plus, mais voilà. Là, ils l'ont fait revenir vraiment pour un conf call. C'est tout. Et donc, voilà, ils doivent aller à Cantobite. Scène longue. Ils récupèrent ils finissent juste. Avec une version Wish de la musique de la cantina. Oui, voilà. Oui, 100%. c'est vrai. On dirait qu'ils sont inverse 4 notes. C'est juste un délire d'artiste au final, le truc, parce qu'ils se font plaisir, les races qu'il y a, les décors et tout. Ouais, ils se font plaisir, mais ça n'apporte absolument rien d'autre. Et même moi, ça me suffit pas là pour le coup. Non, chose que Abrams avait plutôt bien fait dans le set. Il avait fait une scène de la cantina qui était vraiment chouette avec un beau. Mais quand ils vont chercher Maskanata, Exactement. Ouais, tout à fait. Ils retrouvent le sabre dans les catacombes, là, enfin dans le sous-sol là. Et toute cette scène était très cool. Là. Exactement. Et après, du coup, on a la première scène donc de ce qui s'appellera plus tard la Dyade de la Force, donc la scène de connexion entre Ren et Kylo Ren et Rey. Moi, je trouve ça vraiment très bon. J'adore la mise en scène de ce lien-là. Je le trouve hyper puissant. Et c'est un des meilleurs points du film pour moi, en l'occurrence, en termes de réal. Je suis d'accord. Le traitement du son est magnifique pendant le dialogue. Donc du coup entre Kylo Ren et Rey qui discutent, qui sont liés par la Force et qui discutent en se voyant mais en ne voyant pas où ils sont. Et je trouve leur interaction très touchante. Exactement. Et ça aurait été
très intéressant qu'ils aient vraiment quelque chose, qu'ils aient un lien vraiment profond, mais ils l'ont pas finalement. Voilà, c'est ça. Ça c'est en ça aussi que bon, il y a plein de choses qui déçoivent par la suite, mais voilà. Mais en tout cas, je trouve même en termes de mise en scène, cette utilisation du chant contre chant qui se mêle petit à petit avec des petits détails d'environnement qui se mêlent d'un côté et de l'autre, je trouve ça extrêmement fort. Mais voilà. Donc du coup, ensuite, on a le début de l'entraînement de Rey. Voilà, où en fait on voit qu'elle a une vision. Oui. Oui, dans cette scène tout à fait improbable où en fait il est assis à côté d'elle, ou enfin il la regarde de loin et elle fait n'importe quoi avec son sabre. C'est cette scène là où elle coupe un rocher à la fin. Ouais. Oui, tout à fait. Alors, c'est ça. vous avez revu le film pour je pense, pour Oui. préparer la chronique. Bien sûr. Deux Tout fois. à l'heure, je regardais le film et je me suis dit, ils ont oublié d'appeler quelqu'un là parce qu'elle fait n'importe quoi. J'aurais voulu voir le making of. Elle doit avoir un balai dans la main et elle fait nawak. Bon, non, après, je trouve juste pas. cette- Enfin, elle fait des mouvements de combat au de bâton merde. au début. Pas tant. Hein. C'est vraiment bizarre ce qu'elle fait. Je trouve. On dirait que ça a pas été dirigé. Ah ouais, Vraiment. Ouais, hein, je ça trouve m'a pas. vraiment choqué. Je suis En pas fait, je forcément regardais le d'accord. truc. Ah ouais, pour le coup, non, moi, ça m'a vraiment choqué. Alors, je regardais et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est fait? Après, C'est genre- tes années de Boken, toi, elles sont loin. Hein. Après, c'est le truc, c'est que moi, voilà, j'ai une formation, je suis létal. Voilà. J'ai une formation, je connais 17 arts martiaux, Je dont rappelle 16 que que mon j'ai corps est inventé. une arme. Hein, donc bon, bah, voilà. Voilà. Donc, je rappelle, je ne frappe pas pour frapper, je frappe uniquement pour pulvériser. Voilà. Pour Sachez-le. mettre à mort. Hein, voilà, bon. Avec un Mais non, poireau voilà. Tout ou à fait. un fer à repasser. C'est ça. Tout à fait. Quelle que soit l'arme, je suis létal. Mais non, voilà, c'était tout. C'est juste cette scène. Mais même Luc, en fait, il la regarde genre, l'entraînement vient de commencer, c'est pas ça que je t'avais demandé. En plus, T'étais censé trier en des plus, c'est blettes. Je sais pas exactement à pourquoi. ce moment-là. Là, c'est la première étape où il lui fait la blague. De... Ah oui, tout à fait. Où il lui fait la blague de ouais, c'est ça la force. Ouais. Il lui met une tarte. Ouais, il chatouille le bout de sa main avec Tout à fait. une branche. Ah, c'est vrai, tu la sens. Tout à fait. Bon, je trouve ça pareil. Ça marchait pas trop mal. Il aurait dû le faire avec Ouais. son sexe. De quoi? Vu ce que tu viens de Ok, dire. je l'ai eu. Là, ça aurait J'ai eu été un drôle. retour. Avec un petit bruit un peu sale, un peu flap. Et là, En fait, mon gars, là, Luc est devenu une espèce de clodo de l'espace. et là, Ryan Johnson, il aurait cassé les codes. Ah bah Et là, oui. j'aurais validé. Le mec, il est sur la planète 8-6. Laisse tomber. Star Wars 8-6. Non, non, il est juste à Rennes. En fait, c'est la planète de la soif. C'est ça. Ah merde. Ah, ce film est en train de nous attaquer, c'est terrible. Ah, Et ça y donc est. du coup, ça y est, on y est. Luc forme Rey et au bout de 10 minutes, bah, il se dit oh ben non en fait, je vais arrêter J'ai de la plus envie. former. J'ai plus envie. Là, Exactement. il s'est écoulé 10 minutes depuis la décision de la former. oui, c'est ça. Qu'est-ce que j'avais noté? Oui, voilà, en fait, donc il lui fait des petites blagues et tout ça. Rey, globalement, elle a une vision très très étriquée de la Force. Lui, il lui dit qu'en gros, la Force est partout, Jedi ou pas, elle est là, et le film va expliquer qu'en fait, elle appartient à tout le monde, et c'est ce qui est très beau. Donc, ce que je disais tout à l'heure, hein, ce qui est beau avec le message de Johnson, pas besoin d'essayer de rester dans les schémas vus et revus, il faut juste s'approprier les fondements premiers et en faire ce qu'on veut. Et après, il y a cette fameuse découverte de l'espèce d'anus géant tentaculaire qui C'est marrant, représente j'ai aussi- pour elle l'obscurité. J'ai aussi noté le trou du cul de l'île. Bah forcément, évidemment. On est quand même des gens très bas de plafond. Ah oui, là, Dès oui, qu'il y a un clairement, orifice clairement. de quelque part, c'est forcément un anus. C'est ça. Ça, voilà, il faut... Et qui donne après une scène que j'ai aussi trouvé très très belle. Ouais, mais il y a énormément de pures idées de réal dans ce film, je trouve, hein, vraiment. Une scène où Rey est démultiplié. Oui, avec le truc où elle claque des doigts. Là. Ouais. Ouais, c'est très très beau ça. Ah ouais, c'est Effectivement. très fort. Attention, écoutez bien, je vais faire un compliment à Ryan Johnson. J'ai trouvé cette scène pas mal du tout. Oh, waouh. Je vais m'allonger un peu, si vous permettez. Donc ensuite, il y a la course de Faziers. J'ai noté le nom pour m'en rappeler, mais voilà, bon, la course de chevaux. Et, Non, de chameaux. Moi, je dirais que c'est les chameaux. Ouais, parce oui, que c'est clairement, vrai. ils sont dans une ambiance un peu Dubaï, je pense plutôt. oui, que oui, des c'est vrai. chameaux de Mais l'espace. bon, c'est Monaco pour moi, donc voilà. Ah oui, c'est vrai. Bon, c'est peu des importe. chamoyennes. Voilà, c'est C'est ça. des chamoyennes, c'est pas faux. Ouais. Exactement. Non, des chameaux fennecs, parce qu'ils ont des grandes oreilles. Chamoyenne fennec. Chamoyennec. Ouais, tout à fait. C'est en fait c'est juste un animal breton quoi. Ouais, qui n'a aucune chance de survie. Hein. On est toujours à Rennes du coup. Ouais, bah, du coup, oui, Non, c'est non, cohérent. exactement. On a donc c'est là qu'on a le plaidoyer anti-esclavage et anti-exploitation animale. Voilà, message facile mais bon toujours cool. Ensuite ils se font capturer. Donc Finn et Rose, hein, je précise, ils se font capturer sur la planète Canto Bight. Pour une raison géniale d'ailleurs.
De quoi? Parce qu'il y a un mec qui, pour une raison de top, il y a un mec qui vient qui dit oui, ils se sont garés sur la plage. Ils ont pas le droit. C'est une plage publique, je leur ai dit, moi. Et j'ai trouvé ça fantastique. En fait, ils se font arrêter parce qu'ils sont tombés sur un retraité qui avait juste envie de les faire chier. de procédure, quoi. Ouais, c'est ça, c'est énorme. Ils sont allés picoler tranquilles dans un bar du Vieux-Rennes et ils sont garés n'importe comment. Voilà. Ouais, voilà. Ils sont garés place de l'Étoile, voilà. j'imagine que ça existe. Parce que quand il arrive, le mec dit vraiment ça. Oui, non, c'est vraiment ça. Eux, ils se sont garés sur la plage. Voilà. Ah, j'ai trouvé ça génial. C'est donc là maintenant que Rey s'entraîne avec le sabre laser. Et qui fait donc n'importe quoi. J'aime bien le running gag dans le film de elle qui pourrit la vie des autochtones sans le vouloir. Il y a cette espèce de petite phrase autochtone. Là, elle brise le rocher qui vient exploser un truc. Ouais. Les pauvres sont complètement démunis. C'est gratos. Ça m'a amusé parce que c'est un peu absurde et un petit peu gratos. Après, ça, encore une fois, ça n'apporte strictement rien à part un petit peu d'humour. Non. Mais voilà, pour le coup, celui-là m'a moins dérangé que les jeux de mots bidons en permanence. Ouais. Je comprends. Donc ensuite, Luke parle de l'échec du concept des Jedi, de ses regrets pour les Chevaliers de Ren. Et donc c'est là qu'on commence avec ce flashback un peu biaisé où on voit où il explique en fait que Kylo Ren s'est retourné contre lui et parce qu'il lui en veut pour l'échec. Enfin, il avoue plutôt son échec à le former. Ouais, en gros, le Premier Ordre commence à rattraper un petit peu la résistance. Il puise dans les dernières forces de ces derniers. Finn et Rose en cellule rencontre Clodo del Toro. Qui bégaye. Alors, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, donner la parole à Bertrand? Bien entendu. Est-ce que tu as apprécié ce personnage dont je ne connais même pas le nom? Non, je crois qu'il en a. Joué par cet excellent acteur, s'il te plaît, Bertrand. Alors, je vais être factuel quand même. Benicio del Toro est un un acteur que j'adore vraiment. Oui, je comprends. Il fait partie de mon top 10. C'est normal. Mais son personnage est tellement bien amené, comme tu le dis, on ne connaît pas son nom. C'est ça. En fait. Moi, je l'appelais Clodo del Toro, là. J'étais pas sûr d'avoir entendu. C'est de très bonne qualité, merci. Non, mais voilà, c'est merveilleux. J'ai pris plein de notes en regardant le film. Donc, à 1h05, en fait, Benoît Dutoro est un personnage un peu chelou. 10 minutes plus tard, en fait, il est plutôt sympathique parce qu'il veut bien les aider. 10 minutes plus tard, en fait, c'est un gros clodo parce qu'il vole son vaisseau. 10 minutes plus tard, en fait, on se rend compte qu'il veut bien les aider, mais il est un peu gris parce que quand même, il est prêt à travailler avec tout le monde du moment que c'est pour de l'argent. Et ainsi de suite, en fait. Toutes les 10 minutes, jusqu'à la fin du film, il change d'arc. C'est génial. Ouais, c'est classe. C'est ce qu'on appelle la cohérence scénaristique. Ouais, et donc, il s'est dit, pour donner de l'épaisseur au personnage, il va bégayer. C'est la seule chose qui apporte de l'épaisseur au personnage. Et du coup, pour le coup, je regarde les films en VF. La VF habituelle, hein, c'est sa voix habituelle, que j'aime beaucoup par ailleurs, qui fait très mal, et qui fait très mal la personne qui bégaye. Oui, c'est vrai. Il fait très mal le bégaiement. En fait, le personnage est assez navrant de manière générale. Ouais, il a aucun intérêt. En fait, il ne bégaye pas, il fait une espèce de. En fait, je crois qu'il beatbox plus qu'il le bégaye en VF. Je pense juste qu'il ping en fait. Je pense qu'il ping. C'est beatbox del Toro du coup. En fait, je pense qu'il a fait les captations de sa voix en fait sur Skype. Ils ont gardé le truc. C'est juste ça. C'est des problèmes de connexion qu'il a. Hein, en fait, ouais, c'est ça. Ça va pas. En fait, moi, t'entends les vieux bruits d'enceinte. Bref, en gros, il s'évade, il les libère au passage, il tombe sur des enfants esclaves, il libère les chevaux et ça met un turbo boxon à Monte Carlo. Oui. Ce qui est de très sympathique, c'est qu'il libère les chevaux, mais pas les enfants. Voilà. Ça court moins vite à l'enfant. C'est ça. À ce moment du film, le message est écolo. Il n'est pas anti-esclavage. C'est-à-dire que les enfants, ça court moins vite et c'est beaucoup plus dérangeant de les chevaucher pour s'en aller. C'est vrai que Ryan Johnson ne peut pas faire deux choses en même temps. Bien sûr que non. Faut choisir ses combats, mon petit vieux. Exactement. Voilà, c'est pas hyper intéressant, c'est très long. Le vaisseau se fait exploser, ils peuvent pas rentrer, gna gna gna. Mais BB-8 et le Clodo del Toro les retrouvent et vont donc pouvoir partir grâce à des Deus Ex Machina vraiment très mal amenés. Ensuite, nouvelle diade de la Force où Kylo Ren justement explique sa version des faits, où c'est Luke qui a essayé de le buter parce qu'il avait échoué à le former, etc., parce qu'il avait peur de son pouvoir. Alors parlons-en de ça. Ouais. Avec votre amour du coup pour Luke, est-ce que ça vous a choqué? Un petit peu. Ah oui, c'est complètement incohérent avec son personnage. Ouais. Alors moi, ça va dans le. Surtout pour quelqu'un qui a sauvé son père. Oui. Et qui a tout le temps vu quelque chose de positif en lui, quand même. Tout à fait. On est d'accord. Voilà. Je suis assez d'accord avec ça.
La première fois, disons, voilà, c'est plutôt ça. La première fois, je l'ai justifié toujours par le fait que on est sur un Luke vieux et qu'on a raté les 2/3 de sa vie. Et que, du coup. Ouais, mais au moment où il décide de le buter, il est voilà, c'est pas encore c'est ça. le Luke C'est désabusé, en ça que je me dis, déjà de une, ça justifie pas tout. Et puis de deux, c'est arrivé il y a longtemps. Donc, enfin, pas Oui, si c'est ça. longtemps, parce que Kylo Ren n'est pas non plus hyper vieux. Donc, Oui, il donc ça, était tu te déjà- dis, en fait, le mec, il est passé rapidement de l'enthousiaste au désabusé. Oui. En l'espace, en gros, de 20 minutes, si tu suis. Oui, oui, oui. Voilà. Parce que le mec, il fait, je pense que je vais les former. Je suis pas bien en ce moment. Oh mon Dieu! Voilà. C'est ça. Je pense que c'est scénaristique, c'est ça. tout ça pour dire que j'avais essayé de sauver cette idée, mais c'est fini tout ça. Oui, je t'écoute. C'est les jumeaux Skywalker qui ont tous les deux le même chemin. Ils sont devenus vieux et de droite. Oui, c'est ça. Voilà, C'est ça, tout, ça. exactement. En fait, c'est ça le fond du film. Est-ce qu'on y a pensé à C'est ça. En fait, le film, vraiment, il reste dans son idée directrice. C'est réfléchissez bien à vos idoles. Est-ce que c'est pas juste des vieux cons? Voilà, c'est juste ça. Et Non, est-ce mais qu'aimer va à ce savoir. moment-là, ses idoles, c'est pas être un vieux con? Peut-être que c'est ça que propose le film. En fait, c'est ça. Le film est un film totalement pro-gauchisme. Ouais, c'est ça. Il crache sur les vieux de droite. Alors, en fait, j'adore ce film. Tu vois, c'est juste, il faut apprendre à le lire, hein, c'est tout. C'est juste un Starship Trooper, mais dans Star Wars. Ouais, voilà, exactement. Et c'est donc là qu'on a la scène où Rey va explorer l'anus obscur. Très très bonne scène, effectivement. Ah, ça, c'est quand tu t'es trompé, tu as téléchargé le mauvais film, là, je crois, Ah bon Thibaut. Merde. C'est bizarre, c'est plus la même actrice, là. Elle est beaucoup plus gironde, celle-ci. Non, voilà, donc c'est là qu'on a cette espèce d'expérience transcendantale qui est hyper cool. Mais au final, ça aide pas spécialement Rey. J'ai l'impression que ça la perd plus qu'autre chose, hein, puisqu'elle ne se trouve vraiment pas plus, même moins qu'avant. Voilà, mais son réconfort, il vient de Kylo Ren, justement, par leur séance, on va dire, de communication à distance. Et c'est là que je trouve qu'effectivement, ça amène toute la nuance du personnage. Et c'est cool de prendre un méchant de Star Wars et de finalement lui apporter cette nuance. Donc c'est ce que tu disais, Thomas. Et je trouve que la façon dont c'est fait, je trouve ça assez cool. Ouais, d'autant plus que dans cette scène, dans l'anus infernal et dans un dialogue vers la fin du film, Kylo Ren en fait résout un truc qui était posé dans le premier film et que je trouve très beau, qui aurait été vachement bien scénaristiquement. C'est de dire que Rey, tu es la fille de personne. C'est ça. Et ça aurait été vachement bien. Exactement. Mais Et c'est c'est pas aussi le ce que cas. j'ai kiffé. Avec tout le désamour que j'ai pour ce film, pour Rian Johnson, je pense que d'un point de vue Star Wars, c'était l'une des meilleures idées de tous les films. J'ai trouvé cette idée fantastique. Ouais. On s'attendait tellement à ce que ce soit la fille, la nièce, la demi-cousine de du beau-frère du pompiste. Parce que, tu sais, je connais un gars qui connaît un gars. Et là, j'ai trouvé ça génial parce que quand il lui dit, on voit que c'est la vérité. Et j'ai trouvé ça trop bien. Parce que, en fait, justement, amené au point qu'on veut que ce soit la fille de quelqu'un et que ce soit finalement non. En fait, elle est juste une parmi tant d'autres, quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment cool. Là, j'avoue, et je trouve ça très con que J.J. Abrams se soit dit non. Ok, Non. ce sera la fille de personne, mais c'est la petite fille. Ouais. C'est vraiment La petite absurde, fille, quoi. donc d'un vieux monsieur dégueulasse qui fait des dates Tinder. Pensez-y, il a bien fallu qu'il pécho à un moment. Ouais, non, mais Moi, c'est ça que Et je veux. puis- Je veux un et puis spin-off un sur gars ça, qui moi. un gars qui essaie de ressusciter les éclairs au cinéma. Dans des scènes atroces. Bon, bref. C'est ça. C'est très énervant. Non, il n'y a pas de. C'est cacapoudin. Non, mais ouais, et puis bon, encore une fois, j'insiste avec ça, mais je trouve que ça enfonce un peu le clou de ce message de tu peux briller dans cet univers-là, tu peux être incroyable en étant personne. Parce que c'est à la portée de tout le monde. Et je trouve ça très très fort. Du coup, est-ce qu'on ne serait pas d'accord sur le fait que cette trilogie aurait marché en la prenant telle qu'elle, hein, mais en enlevant les originaux? Maintenant, parce qu'il y a le Oui, neuf. clairement. Est-ce que cette trilogie aurait pas mieux marché en enlevant tout ça? Alors vas-y Bertrand. Mais de toute façon, c'est la trilogie qu'on rêve tous. La trilogie, pour ceux qui ont joué à Night of the Old Republic, attendent en fait. C'est une trilogie qui se passerait 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans avant ou après, qui n'a aucun lien en fait, qui te permet de redécouvrir quelque chose, de redécouvrir un univers, et qui permet de faire ce que tout le monde aime dans Star Wars, cette espèce de foisonnement, cette créativité Ouais, c'est ça. qui est morte à partir du moment où on fait du fanservice. Ouais, surtout que- le sens ouais. du merveilleux, quoi. Oui, arrêtez de mettre du Skywalker, tout Oui, simplement. ça, La galaxie, ça fait longtemps parce que qu'on le ça dit, commence quoi. par dans une galaxie lointaine, très lointaine, et que c'est pas de bol, c'est que tout se passe sur 3 planètes et sur 40 ans. Ouais, c'est ça. C'est C'est quand même dommage. quoi. Ouais, mais je pense que c'est pour ça que les personnages sont pas intéressants au point qu'ils devraient l'être, parce qu'ils sont écrasés par tout ce qu'ils ont apporté en fait autour scénaristiquement. À savoir que
En fait, t'avais envie de voir Luke, t'avais envie de voir Han Solo, t'avais envie de voir Leia, mais du coup, eux, ils passent un peu à la trappe parce que du coup, on appuie trop sur les autres. Et voilà, parce que je suis entièrement d'accord sur le fait que cette dryade de la Force là est une excellente idée. J'ai vraiment trouvé ça. Alors au début, je trouvais ça chelou parce que tu te demandes où ça va, et malheureusement, ça va pas assez loin. Mais je trouve l'idée très très cool, vraiment. Voilà, c'est quelque chose, tu vois, ils auraient peut-être dû explorer comme ça en fait. Est-ce que ça aurait pas été la meilleure idée de juste faire un truc, bon, tu prends Sébastien Stan pour faire Mark Hamill, tu recastes, Balek, il faut arrêter pas parce que c'est pas, tu recastes et ça se passe 10 ans après le retour du Jedi. Et ben voilà, là tu vois justement ce même truc, une espèce de séparation forcée entre Luke et Leia. Tu reprends la même relation entre les deux, ainsi de suite. Il y aurait des choses à faire, il y aurait eu quelque chose à faire comme ça. Le problème c'est ça, c'est que t'as l'impression qu'en fait ils ont pioché des bonnes idées, mais qu'ils en ont fait une espèce d'amas de scénarios, et que malheureusement ça se fait une créature un peu difforme, quoi. Ouais. Oui, non, mais c'est ça. En fait, il y a beaucoup d'histoires qui ont été écrites là-dessus, sur ce thème-là, dans l'univers étendu, l'univers légende maintenant de Star Wars. Mais moi, je sais que j'avais juste de cet univers-là, à part quelques comics, j'ai juste lu, et pas en entier en plus, donc la Croisade Noire du Jedi Fou. Et il y a tout un background nouveau pour Luke, Han et Leia, quoi. Ils sont toujours là, mais tout a changé. Et c'est hyper intéressant. C'est toujours possible, mais en traitant les choses avec délicatesse, parce que dans The Mandalorian, on traite Luke avec délicatesse, il est ce qu'il doit être en fait. Ouais, mais c'est souvent c'est le problème très souvent de toutes les préquelles et de toutes les suites, c'est qu'en fait une histoire n'est jamais aussi bonne que quand on l'a pas encore racontée. Quand on sait pas quel est ce mal absolu ou ce bien absolu, tant qu'on ne sait pas, au moins on n'est pas déçu. On peut le fantasmer, et c'est effectivement ça. Ce sera jamais plus beau que dans nos fantasmes. C'est beau, putain. C'est pas n'importe quel podcast. Je suis désolé. On pose. Bon, du coup, on va sauter 2-3 péripéties. Finalement, nos amis qui sont partis sur la planète Casino reviennent pour se rendre compte que, en fait, ce qu'ils ont fait ne sert à rien. Exactement, parce que le mec les trahit. Voilà. Donc du coup, juste une question. On est d'accord qu'il pardon, je vais au bout. Un des deux arcs est pété par le fait qu'ils reviennent. Finalement, notre ami Rey et Kylo se retrouvent face au personnage absolu qui est Snoke, qui doit être le méchant de la trilogie. Le but est se rendre compte que de toute façon ils peuvent pas s'entendre. Donc le deuxième arc est pété. Il en manque plus qu'un troisième. L'arc de Rey. Et il me semble donc que quand ils reviennent aussi, il y a ce retour de ce personnage qui a été vendu comme un personnage de fifou, joué par Gwendoline Christie, qui ne sert à rien. Oui, Phasma, c'est pareil. Phasma voilà. Ce personnage n'a pas d'arc, et Gwendoline Christie qui est dans Game of Thrones, qui est Brienne de Torse dans Game of Thrones, effectivement, qui est brillante. Et par pitié, regardez Sandman et vous verrez à quel point elle est brillante. Ah oui, putain, faut que je m'y mette. Une actrice qui est magnifique, qui avait été qui a une horriblement grimée dans Game of Thrones. C'est vrai. Qui a une classe incroyable. Et pour ça, regardez Sandman. Elle joue le rôle de Lucifer dedans, et elle est incroyable. En Gardienne des Enfers. Déjà, cette série est merveilleuse. Ce sera fait. Mais ok, c'est noté. Il y a une phrase assez cool dans l'échange entre Luke et Yoda, je trouve. Quand il dit nous sommes le socle sur lequel il croise, en fait il parle donc des anciens Jedi, tout ça, et sur la nouvelle génération, et je trouve la phrase dans ce contexte de film assez cool. Bref, après effectivement il y a Benicio, Clodo del Toro qui va je suis content de voir que ça te trigger à chaque fois, Bertrand. Ah oui, à chaque fois. Qui va juste amener le concept de zone grise dans un conflit, etc. On s'en fout. Voilà. Au final, la scène de baston, dans la grande pièce. La salle rouge, là. Voilà, la grande pièce rouge, je la trouve magnifique. Oui. Je trouve, ne serait-ce que l'alchimie qui prend vie, l'alchimie entre les deux qui s'est construite dans le film, entre Kylo Ren et Rey, elle prend vie à ce moment-là, et je trouve que déjà rien que ça, c'est très beau la façon dont c'est fait, puisqu'en plus en termes de pur baston, ça donne quand même des phases hyper cool. C'est vachement bien chorégraphié, et puis voilà, visuellement c'est pour moi l'un des meilleurs décors du film, et j'aime la façon dont il est utilisé, dont il est détruit, il y a une espèce de chaos dans cette scène qui me plaît énormément, mais un beau chaos très très propre. Voilà. Ensuite il y a une mutinerie
Il y a une mutinerie de Podamron, voilà, sur la base qui veut renverser Holdo et récupérer le truc. On perd un temps fou avec ça, parce que c'est franchement chiant. C'est ce que je te disais. Le problème, c'est que du coup, toutes leurs interactions n'ont pas grand intérêt à part. Mais il faut faire un truc. Mais je suis d'accord. En fait, tout le truc leur fait perdre du temps pour justifier la fin. Tout ça, c'est des trucs des facilités scénaristiques. Moi, j'aime bien la façon dont pas mal de trucs sont mis en scène avec tout ça, mais en soi, les idées sont pas très bonnes. C'est dans c'est dans tout ça que j'ai revu vraiment mon avis sur le film en le revoyant là. Et que voilà, donc j'avance un petit peu. Pardon, excusez-moi, je rush un peu, mais parce qu'on va arriver à quoi ? On est au 5e jour là d'enregistrement, donc c'est pour ça. Voilà, donc c'est là après qu'il y a la phase avec Phasma qui se fait taper, on s'en fout. Qui lui fait une blague de merde, qui lui dit viens ici, tête de chrome. Oui, voilà. Aucun intérêt. C'est vraiment de la blague pour un bébé cadom à mes yeux. Tout à fait. La blagounette avant la bagarre, c'est jamais de bon augure, à part dans l'Arme Fatale, mais c'est pas. Ouais. Voilà. Et ensuite, il y a donc la scène où donc l'amiral Holdo, la vice-amiral Holdo, annonce qu'elle va se sacrifier pour permettre la retraite de tout le monde. Et donc un truc qui a dû, je pense, vous faire rager, mais qui moi m'a bien plu. Même si c'est quand même un peu gratos quand elle dit au revoir à Leia et qu'elle lui dit que la force soit avec vous. Elle dit ça va, je l'ai assez dit. Et moi j'aime bien parce que ça reste encore dans ce message-là. Ouais. Voilà. J'ai ragé un peu à ce moment-là. Oui, voilà. Mais je m'en doute et je comprends honnêtement. Ouais. Moi, je crois que j'étais en train de faire du tricot. J'avais complètement arrêté de regarder le film et je m'étais lancé dans le tricot à ce moment-là. Je m'étais un peu perdu dans le déroulé, mais je comprends tout à fait. Je m'étais perdu dans le déroulé parce que la baston Snoke Rey, ça va arriver là. Les résistants vont donc en direction de Crate. Et là, j'avais écrit quoi ? Ouais, voilà. Crate, c'est donc la fameuse hotte rouge. Voilà, c'est là, j'avais dit ah ouais, mais c'est hot. Bah oui, mais c'est hot, mais en plus beau, donc on s'en fout. Non, après la planète est ouf. Alors, attention, beaucoup ont dit ça, je trouve pas que ce soit le cas personnellement. J'ai pas vu de comparaison flagrante visuellement, en tout cas. Après, effectivement, ils sont enfermés, machin, ça ressemble à la scène. Ils sont enfermés et tout est blanc autour et il y a une guerre de tranchées. Ça ressemble. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve visuellement la scène est folle. Je trouve ça très cool avec le sable qui devient rouge et autres. Voilà. Juste avant cette scène, il y a peut-être ma scène préférée du film. Oui, la manœuvre Holdo. Ouais, où Holdo décide d'envoyer son vaisseau au milieu du vaisseau de Snoke. Et là, c'est en mise en scène, c'est juste magnifique. C'est ma scène préférée. Le vaisseau passe à travers et puis il y a un silence, une explosion. C'est magnifique. Il joue beaucoup avec les silences, que ce soit dans les scènes de communion entre Rey et Kylo Ren. Souvent, il tait le décor autour et on entend vraiment beaucoup plus que eux. Et là, dans cette scène-là aussi, et dans pas mal de scènes de combat spatial, il y a cette histoire de silence spatial qui est respectée. Et je trouve que ça ajoute une ampleur dramatique assez balèze. Et ouais, visuellement, je trouve que c'est l'une des meilleures idées du film. Et clairement, ça faisait donc très longtemps que j'avais pas vu le film. C'était la seule scène qui m'avait vraiment, vraiment, vraiment marqué visuellement. Pareil. Alors, il y en a plus maintenant que je l'ai revu, mais celle-là, franchement, ce plan, je te dis, mais waouh, pourquoi il se permet un truc comme ça ? Je trouve ça très très fort. Je trouve ça très très beau. On est d'accord. Donc la manœuvre Holdo, tu fais très bien de la souligner parce que j'allais passer à côté en voulant rusher, mais. Et on est d'accord qu'à ce moment-là, du coup, la bagarre Rey, Kylo Ren et Snoke est juste avant la fin du combat entre. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pendant le truc et après il y a la fin du combat, etc. Voilà. Ensuite, Hux veut essayer de tuer Kylo Ren. Mais c'est un gros lâche, du coup quand il voit Kylo Ren bouge, il se ravise. Voilà, on arrive donc sur Crate, c'est à ce moment-là. Premier ordre qui est en train de préparer un siège sur la base rebelle qui est enfermée derrière de lourdes portes, mais ils ont sorti du chapeau une mini étoile de la mort. Et ce qui est beau, c'est que Finn, si tu veux, il est au courant d'absolument tout. En fait, c'était juste un Stormtrooper, mais il connaît les plans de toutes les bases, il connaît tout l'arsenal, il connaît les fiches techniques d'absolument tout. Bon, c'est pareil, encore une fois, ils savent pas s'en servir. C'est l'amiral Stormtrooper. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Donc c'est assez triste. Bref, en gros, il y a un siège qui est préparé. Eux, ils doivent essayer de combattre, d'empêcher la porte d'exploser. Donc, ils envoient un petit assaut avec des vieux speeders tout rouillés. En gros, le film passe son temps à montrer que le Premier Ordre a un côté... on peut rien faire contre, quoi. Et en tout cas, pas la résistance telle qu'elle. D'où l'intérêt d'aller chercher Luke et compagnie, mais qui est complètement désamorcé. Et c'est en ça que moi, j'aimais bien l'ambiance de désespoir
qu'il y avait dans le truc, c'est que quoi qu'il arrive, ils arrivent à rien faire contre eux, quoi. Et je trouvais ça cool, mais tout ça est un peu annulé. Il y a Finn qui veut se sacrifier pour foncer dans le truc. Mais alors, dans une totale incohérence géographique, Rose l'en empêche parce qu'elle était à 600 mètres derrière en train de faire demi-tour et de retourner à la base avec tout le monde. L'autre, il continue sa route, donc clairement ils peuvent plus se rattraper. Et puis d'un seul coup, elle arrive sur le côté. Et puis non, je vais t'en empêcher. Et puis ils se font un bisou et c'est de la merde et ça m'énerve. Voilà, mais elle arrive en faisant. Attends. Et là, c'est cohérent. Voilà, c'est ça. Et là, j'ai écrit, bref, ça y est, la résistance est condamnée, mais comme c'est le festival du Deus Ex Machina, Luke arrive sur Crate et retrouve Leia, on chiale, c'est beau, etc. Il sort pour se taper avec Kylo Ren qui pète un câble en le voyant, il essaie de le nucléariser, mais Luke est taquin, il s'en fout complètement. Le combat se lance. Là, il y a des renards de cristal enfin, des chiens de cristal, ils appellent ça, qui les guident en gros dans la grotte pour trouver une sortie, mais pareil, c'est bloqué, ça pue Luke. Voilà, Luke insiste sur le fait que rien ne va s'achever avec lui, et c'est là qu'en fait on voit le petit twist du combat qui est en fait que c'était une projection de force, c'était un hologramme mais qui pouvait quand même se taper. Voilà, il est resté en Irlande concrètement, hein, je crois même qu'il a couché avec un farfadet. Mais non, c'est avec sa meuf là, celle là qui l'a trait. Ils sont en couple maintenant. Oui, c'est ça. C'est Jürgen Skywalker, elle s'appelle. Ils sont mariés depuis. Et ce sera l'objet de la prochaine post-postlogie. Tout à fait. Postmodernologie. Voilà. Ensuite, donc Kylo Ren laisse partir Rey. Donc à la fin du combat, Luke meurt. Voilà, il a utilisé toutes ses forces dans cette projection holographique. C'est ça. Qui n'a servi à rien. Si, à faire gagner du temps aux résistants pour qu'ils aient le temps de se barrer de l'autre côté. Ça, concrètement, scénaristiquement, ça sert à ça. Ouais, et puis parce que Marc Hamill, il a dit ça va, j'en fais un, pas deux. Ouais, non, mais tu m'étonnes. Et du coup, il fallait trouver un moyen de le faire. C'est dans la logique de un film, un personnage. Oui, chaque film clôt le personnage par la mort, à chaque fois. Donc voilà, Kylo accepte de laisser partir Rey. Il récupère les dés de son papounet, ça sert pas à grand chose. Et la résistance s'enfuit, il va pouvoir continuer à survivre. On a donc la première rencontre entre Poe et Rey, et c'est vrai qu'ils s'étaient jamais rencontrés. Oui, alors pour le coup, je trouve ça cocasse parce que ça m'a fait le coup la première fois, ça m'a refait le coup tout à l'heure. Moi aussi. Quand il lui dit salut, je m'appelle Poe, et tu dis mais les gros, vous êtes à 5 heures de film ensemble, et quand il réfléchit, non, ils ne se sont pas rencontrés. Ils se sont jamais croisés. Et je trouvais ça drôle je trouvais ça drôle de souligner ça, le fait que enfin les deux principaux, puisque finalement John Boyega il sert plus à rien, les deux principaux du coup se retrouvent mais totalement par hasard. Je trouve ça très cool. Exactement. Et j'ai mis fin enthousiasmante où tout le monde est réuni, aucune chance que la suite ne soit nulle. Rose est toujours en vie. C'est donc voilà, déjà c'est un peu enfin non, c'est pas dommage parce que le personnage encore une fois je l'aime bien. Et donc voilà, le film se clôt sur un enfant esclave avec un balai qui rêve des aventures des héros de la résistance, et en fait il est cet héritage qui appartient à tout le monde et qui est ce qu'on décidera d'en faire. Rien que pour ça je peux pas détester ce film. Avec une chevalière de bâtard. Ouais, mais c'est celle que c'est Rose qui lui a donné parce qu'elle lui a montré. Mais là, mon gars, s'il part à la maillotche avec ça, il a pas besoin de sabre laser. Hein. Il fout des bras avec ça. Tu m'étonnes. Parce qu'il a une espèce. Quand il regarde là-bas, il a un truc. C'est un point américain, le bordel. Mais c'était Rose qui lui avait donné. À la base, elle est faite pour le doigt de Rose. Et c'est assez cool ce truc du symbole de la rébellion en l'occurrence, qui est caché sous la bague. Je trouvais ça assez cool. Donc voilà, je peux pas détester ce film parce qu'il porte des messages qui me plaisent, mais pourtant il est blindé de plein de défauts. Et si tu as volontairement sauté la mort de Snoke ? Oui. Oui, non, c'est vrai que j'en ai pas. Mais en voulant aller vite, j'ai zappé ce petit passage, mais on peut revenir dessus parce que là, pour le coup, ça c'est l'un des désamorçages que je trouve les moins acceptables du film. Ouais, c'est quand même très con. Est-ce que au final, moi je me dis, tu vois, avec cette montée du coup de Ben, hein, qui redevient plus ou moins Ben à ce moment-là, revient un peu vers la lumière. Est-ce que ça aurait pas été génial de voir un couple de Jedi combattre une espèce d'ultime menace telle que Snoke, qui prendrait la place de l'empereur? Moi, je trouvais ça génial. Quand je le vois mourir, je dis ah yes. Et surtout qu'en plus ça vient entre la poire et le fromage. Hein. Et c'est bazardé en 3 secondes. J'ai trouvé ça
caca boudin encore et une puis fois. en plus hyper mal amené avec cette espèce de pauvre mise en scène de Snoke qui dit je le vois, il tourne son sabre, il s'apprête à frapper son véritable ennemi. Alors il y a la théorie de en fait Snoke il espérait ça parce que il y a la règle de l'apprenti doit toujours tuer le maître pour se révéler et tout ça. Mais imagine le faire la même chose mais avec un écouteur et un micro genre bord Canal+, bord de match. Oui, je le vois tourner son sabre et là la scène. Ah, il doit frapper son véritable ennemi. Et là, quand il meurt, il y en a qui... Et quand il... Oh là 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 là. Et un but à l'Orient. But à l'Orient. Ah, le multiplex, quoi. En fait, il faut faire ce film sur la forme d'un multiplex. C'est clair. Et pendant ce temps, du côté de Finn et Rose, bon, ben, toujours rien, hein, on va vous laisser ici. Oui, Jean-Jacques, vous êtes actuellement à Monaco pour le match Rennes-Monaco. Oui, tout à fait. Kylo Ren, Monaco. Ah, Seigneur. Est-ce que vous avez quoi que ce soit à ajouter sur ce petit film ? Je tiens juste à faire un petit résumé de ce film. Ouais. Le film commence, la rébellion Lion est mal, il se passe plein de trucs, conclusion, la rébellion est dans le même état qu'au début du film. Il s'est passé 2h30 pour rien. Bon, il y a un petit espoir à la fin. Ils s'en vont et ils sont supposés quand même retrouver un peu d'espoir. Donc, c'est vrai que l'espoir est qu'ils sont beaucoup moins nombreux et que personne ne leur a répondu. Parce qu'à un moment, ils ont envoyé un message et personne n'a répondu. C'est vrai. C'est vrai que... Voilà. Non, mais c'est surtout qu'ils s'échappent et que Kylo Ren consent à les laisser partir. Et puis même ils reçoivent ils ont reçu le message et alors personne viendra. Ouais, c'est ça. Bon. Vous voulez dire ça non plus, ça servit à rien ? Ok, ça marche, je le note. Ouais. Non, mais ce qui est beau, c'est écoute, c'est pas de problème. Hein. C'est le mec, il vient de me couper un bras. Écoute, on va s'accrocher, on n'est pas des bêtes. Hein. D'accord, l'ami, faisons comme ça. C'est ça en fait, c'est l'huile tremendous quoi. Aïe aïe aïe. Mais non, moi je pense qu'il n'y a pas grand chose. Hein. On a quand même beaucoup, on a largement donné notre avis sur le film. Alors juste, tu vois, du coup, je me permets de rebondir et de passer, on va dire, plus ou moins à la suite. Mais donc voilà, j'ai donc, vous l'avez compris depuis le début, hein, je n'aime pas du tout Rian Johnson. Et d'ailleurs, je tiens à implémenter une petite nouveauté aujourd'hui dans ce podcast. Ce sera un nouvel épisode jusqu'à ce que je découvre enfin un film de Rian Johnson que j'aime, puisque ce n'est pas le cas. Et je trouve, à son crédit, que le film évite certaines des erreurs typiques de Rian Johnson dans son écriture, parce qu'il suit quand même un cahier des charges. Quoi qu'on en dise, il essaye de faire de la nouveauté, mais le film est un Star Wars. Hein. Il y a aucun moment le film est autre chose qu'un Star Wars dans son ouverture, dans son déroulé, dans la façon dont se passent les scènes. Et du coup, je pense que ça lui sert. C'est que grâce à ce cahier des charges, ça le maintient dans une espèce de couloir, parce que c'est quelque chose que je reproche beaucoup à Rian Johnson, c'est de ne pas être capable d'écrire un film sans se barrer en couille toutes les 10 secondes. Et là, pour le coup, le cahier des charges Star Wars moi, du coup, j'avais pas vu d'autres Rian Johnson avant celui-là. Et j'ai récemment, du coup, regardé Knives Out, enfin, À couteau tiré et Glass Onion. Je dois dire que j'ai quand même vachement aimé À couteau tiré. J'aime beaucoup. On retrouve toujours cette idée de vouloir jouer avec les codes de ce qu'il essaie de ce qu'il touche. Et je trouve que en termes de réal, il s'en sort vachement bien. En termes d'écriture, je sais pas, je crois pas que ce soit lui qui est scénarisé. J'ai regardé, si. Il scénarise tous ses films. Ouais. Ok. J'ai vérifié, il scénarise tous ses films. J'aime beaucoup l'écriture du film. Glass Onion, on en parlait vite fait en off avec Bertrand avant que tu arrives, Thomas. Glass Onion, j'ai mis beaucoup plus de temps à commencer à vouloir lui laisser sa chance parce que je hais vraiment les personnages au plus haut point, c'est volontaire, mais ça n'empêche pas que du coup j'ai aucune envie de les suivre et j'ai aucune envie de savoir ce qui leur arrive. Bon, quand au bout d'un moment il commence à, comme je disais, à insulter Elon Musk, ça m'a beaucoup plu. Mais j'ai quand même, ça a pris beaucoup trop de temps avant que je trouve de l'intérêt dans le film. Donc je suis beaucoup moins client de Glass Onion. S'il avait appelé ce film Elon Musk est un connard, par exemple, t'aurais pu l'aimer beaucoup plus vite? Non, parce que voilà, j'aime beaucoup le fait que la résolution du film soit ah mais d'accord, ok, t'as machiné un truc, mais t'es juste trop débile pour que ça vaille quelque chose. Je trouvais ça absurde et ça m'a beaucoup plu. Surtout quand tu vois quel type de personnage c'est, etc. Mais voilà, je trouve que À couteau tiré s'en sort vachement bien.
tant par l'utilisation du casting que l'écriture et que toutes les mécaniques qu'il y a. Et puis j'adore Ana de Armas, je trouve elle pète la classe, et je l'aime un petit peu. Mais non, voilà, j'aime beaucoup, enfin pour le coup, j'ai beaucoup aimé À couteau tiré, donc j'aime bien le cinéma de Rian Johnson. Mais tu as vu quoi, donc À couteau tiré, Glass Onion et Star Wars? Voilà, c'est ça. C'est ça. D'accord. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre d'ailleurs, tu peux me le rappeler? Il a fait Looper. Ah oui, non, mais j'avais vu Looper aussi. Qui me permet d'être complètement loupé. Oui, oui, c'est vrai. Si tu veux dire quelque chose, peut-être Bertrand, je vais pas monopoliser. Non, moi j'ai vraiment beaucoup aimé À couteau tiré. C'est là que je me suis dit qu'en fait il savait faire de l'image et il savait écrire une histoire. Effectivement. Glass Onion, je l'ai trouvé assez rébarbatif. Le casting est merveilleux, mais il est pas forcément bien employé. À part Edward Norton qui est absolument génial, mais bon, son personnage étant pas intéressant, il n'arrive pas à le sauver. Et Loopers qui a quelques scènes qui sont juste incroyablement bien. Donc du coup, c'est pas un réalisateur avec deux mains gauches. Non. Il sait produire de l'image et il sait faire de la mise en scène. Mais il se perd dans le fait de toujours vouloir casser le truc qu'il a dit 5 minutes plus tôt. Ouais. Et je pense que sa passion, c'est de twister en permanence, de surprendre le spectateur. Ouais, voilà, il veut jouer avec les codes en fait de ce qu'il utilise en fait, de ce qu'il fait. Ouais, mais je trouve que je suis d'accord, mais il n'y arrive pas. Le problème qu'il y a, c'est que notamment, j'ai pas aimé. Alors, c'est pas celui que j'ai le plus détesté. Mais j'ai pas trop aimé À couteau tiré parce que justement j'adore Agatha Christie, j'aime beaucoup Hercule Poirot, j'aime beaucoup ce genre d'histoire, Cluedo et ainsi de suite. D'ailleurs, je vous recommande fortement de regarder le film par exemple, et je vous recommande fortement. D'ailleurs, j'ai une pop d'Angela Lansbury, je veux que le monde entier le sache. Oui, on lui avait rendu hommage dans le 2e épisode des Vassavants. Tout à fait. Et non, ouais, donc j'aime beaucoup ce genre d'ambiance, mais je trouve que le film est pas bien écrit. Le problème, c'est que le film commence comme un Agatha Christie, puis au bout d'un moment, il essaye de faire une histoire un peu à la Fincher, et puis finalement, il se dit que non, c'est pas si bien comme ça, donc il va essayer de faire autre chose. En gros, ce que je reproche énormément, et je me suis fait la réflexion hier soir, j'ai revu Looper, que j'avais vu une fois au cinéma et que j'avais vu après par bribes, mais que j'ai pas revu en entier à part hier soir. Donc j'ai re-regardé Looper et en fait, j'ai l'impression que Rian Johnson n'a pas de style et que il s'inspire de tout ce que font les autres, mais qu'à aucun moment il essaye d'inventer son truc à lui. À savoir que quand j'ai vu Looper, il y a plein de scènes, j'avais l'impression de voir du Nolan. Et puis après, j'avais l'impression de voir du Spielberg. Et puis après, j'ai l'impression de voir un réalisateur genre d'animé. J'ai l'impression qu'à aucun moment, il essaye de faire ce que lui, il veut faire. Il essaye juste de faire ce qu'il estime que les gens pourraient aimer. Mais qu'à aucun moment, il essaye d'apporter quelque chose vraiment à lui. Du coup, Looper, j'ai vraiment pas trouvé ça terrible parce que le film, c'est un film de SF qui devient un film, vu pendant 10 minutes, c'est une espèce d'ambiance à la Crying Freeman un peu bizarre. Puis ça devient un film fantastique. Puis ça devient un film d'horreur, puisqu'il joue avec tous les codes du film d'horreur. Puis ça se barre en couille et c'est résolu par le twist le plus hollywoodien possible. Le film et puis la gueule de Joseph Gordon-Levitt. Là, j'avoue, on en parlait. Bertrand parlait tout à l'heure, la suspension continue d'incrédulité. On parle donc d'incohérence à l'image. Là, moi, je peux pas. J'aurais complètement accepté l'idée de prendre Gordon-Levitt avec sa gueule de tous les jours et qu'on me dise, ok, c'est Bruce Willis jeune. Je l'aurais mieux accepté que cette tête-là. Je n'ai pas compris l'idée. Alors pourquoi pas? Là pour le coup, je veux bien admettre que c'est un parti pris, mais pour moi ça marche pas. Dans la VF, en plus, j'avais jamais percuté, mais le comédien de doublage qui interprète la voix de Joseph Gordon-Levitt essaye d'imiter Patrick Poivet. Oh putain, dur. Quand il essaye aussi, et du coup ça donne une ambiance très bizarre même quand il parle. Enfin, je te dis, en fait, c'est ce que j'ai noté. Pour moi, c'est un réalisateur correct, c'est pas plus qu'un yes man. Pour moi, il est capable de faire des films, ça c'est sûr et certain, mais il est pas capable de faire des films de fou. Et en fait, j'ai ce sentiment il adorerait être un réalisateur référencé, mais qu'il n'arrive pas à trouver ce que lui veut faire, donc il va le chercher chez les autres. Ouais, je trouve ça un peu dur, mais je comprends. Mais voilà. Parce que finalement, quand on essaie de caractériser Rian Johnson, c'est juste sa manière de twister, sa manière d'écrire ses scénarios. Ouais. Mais il n'a pas de patte spécialement de réalisateur. Oui, quoi. Mais justement, c'est ce que tu dis, tu vois, il sait produire de l'image, mais j'ai ce sentiment, quand je vois par exemple Looper,
toutes les scènes beaucoup de scènes en tout cas de Bruce Willis dans le film. Il y a plein de moments où j'ai retrouvé un peu, alors toute proportion gardée puisque personne n'est capable de faire ce qu'il fait, mais j'ai eu cette impression qu'il avait envie de faire du Terry Gilliam. Il s'est dit tiens, j'ai Bruce Willis, du coup je vais faire de l'Armée des 12 singes, on va essayer de faire pareil. Mais j'ai l'impression qu'il fonctionne comme ça. Dans Star Wars, forcément, on le voit pas puisqu'il fait du Star Wars. Et effectivement, il y a des scènes qui sont très jolies et je veux totalement admettre que c'est de son fait. Il y a pas de souci. Et quand bien même dans Looper, hein, là, il y a des scènes qui sont très 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 cool. Mais j'ai ce sentiment qu'à aucun moment c'est son idée à lui, qui s'est dit alors attends, je vais regarder le box-office. Pour vous dire, j'ai même fait ça. J'ai essayé de regarder le box-office de l'époque qui correspondait à peu près au moment où il a fait ses films pour voir s'il y avait des choses qui correspondaient. Ça m'a vite saoulé, du coup je l'ai pas fait. Mais c'est très chiant à faire. Mais le truc c'est que j'ai ce sentiment que il va au cinéma, il regarde un film, il se dit putain c'est cool ça, je vais essayer de faire pareil. Et que à aucun moment, et je pense probablement qu'il a la capacité. Et en plus regardez bien, on dirait une version Wish de James Cameron, en plus Ryan Johnson. Donc physiquement genre. Ouais, donc voilà. C'est pas totalement faux, ouais. Voilà, donc je pense que ça peut être un très bon yes man, mais qu'il a clairement pas les épaules pour supporter un énorme projet. Tu vois, genre Looper, j'aurais rêvé de le voir réalisé par Spielberg, par exemple, comme tu vois Minority Report, tout ce genre de choses. Je pense qu'il en a eu l'étoffe, ou par un Alex Proyas, ou par un Guillermo del Toro, ou ce genre de gens. Mais je pense que lui, le film est cool, hein. Le postulat de départ est génial, le déroulé du film est cool, et à partir du moment où il arrive dans la ferme avec Emily Blunt, là, le film devient catastrophique. Il n'y a plus une seconde à sauver. Ma femme adorait ce film. On l'a revu hier. Elle m'a dit non, effectivement, je ne sais même pas pourquoi j'ai pu aimer ce film. Voilà. Je n'ai strictement aucun souvenir du film. Pourtant, on l'avait vu ensemble au cinéma. Tu es témoin que je l'ai vu. Tout à fait. C'est comme si je ne l'avais pas vu. Je ne me souviens de rien de ce film à part de la gueule. Ouais. De Joseph Gordon-Levitt. Qui est quand même extrêmement beau gosse et il en fait un espèce de monstre. Oui, puis même là, en plus, ouais, c'est ça, parce que du coup, Gordon-Levitt ne joue pas comme Gordon-Levitt. Non, il joue comme Bruce Willis. À Bruce Willis. Mais du coup, il y a des moments où, effectivement, à force de le faire, ça marche. Mais globalement, alors que nous voyons repasser le X-Wing. Donc, au Grand Prix de Bahreïn. Donc, c'est désormais acté. Je vous dis, j'ai regardé la totalité de sa filmographie. Il m'en manque un, je crois. C'est Brick que je n'ai pas vu, mais sinon j'ai vu tous ses films et voilà. Et donc pour la petite anecdote, quand même, je pense qu'il est important d'en parler, Thibaut. C'est un réalisateur que je confonds en permanence avec Matt Reeves, qui a commis le dernier Batman. Et je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi je l'ai. Te fatigue pas, Bertrand. On a fait un épisode des Vrais Savants qui devrait un jour sortir, j'espère. Je pense qu'on a dû parler pendant au moins 8 heures avec Thomas de Batman. Et personne n'a envie de réentendre ça. Non, voilà. Non, mais de toute façon, j'ai rien dit, moi. Hein. C'est vous qui avez dit. T'étais prêt. Si, t'as dit commis Batman. Oui, bien sûr que si, t'as dit des trucs. Pour moi, il l'a commis. T'as à côté de ça, en fait, j'étais persuadé que c'était lui, parce que je retrouve beaucoup d'écueils dans Batman que je retrouve dans le cinéma de Ryan Johnson. Et alors que pas du tout, puisque du coup, Matt Reeves, à contrario, a fait beaucoup de films que j'aime. Que ce soit Cloverfield ou La Planète des Singes, voilà, j'ai vu pas mal de films de lui qui sont très cool. Mais Batman, en fait, voilà, c'est pour ça que je pense que je les confonds. Pour moi, c'est un réalisateur prometteur, mais je suis assez d'accord dans le fait qu'il faut qu'il se trouve il faut qu'il arrive à faire son film, en gros. Il faut qu'il arrive à le sortir. Il en est capable, mais il faut qu'il y aille, quoi. Et pour l'instant, effectivement, c'est pas encore arrivé. Ouais, surtout que j'ai vu qu'apparemment, il se lance à fond là dans le Benoît Blanc. D'après ce qu'il disait, il travaille sur le prochain. Non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que s'il arrive à comprendre ce qui va pas dans les précédents et tout ça, il peut peut-être reprendre un truc cool. Après, bon, le whodunit, on a un petit peu fait le tour, je pense, depuis une 50aine d'années, peut-être. Surtout, comme je te dis, Agatha Christie, elle a fait le tour. Hein, oui, non, mais c'est ça, c'est pour ça. C'est pour ça. Là, maintenant, tout n'est qu'hommage à ça. Et bon, les hommages, ça va 2 minutes. Donc, il est peut-être temps de proposer des trucs. C'est ce qu'il a essayé de faire. C'est ça le truc, c'est que dans le ton et au final, dans le déroulé du scénar, on est tout dans les codes, mais il a essayé de jouer avec il a essayé de twister un petit peu la formule. C'est en ça que j'aime bien ce qu'il fait et que je trouve que c'est prometteur, c'est qu'il essaie de twister les choses. Et c'est une démarche sur le papier qui me plaît beaucoup. Après, voilà, il faut que ce soit bien fait, il faut que ça apporte quelque chose, etc. Mais j'aime bien le fait qu'on essaie de casser un petit peu, de casser les jouets, quoi. Ça me plaît. Voilà. Est-ce que vous avez quoi que ce soit à rajouter ?
Est-ce qu'on garde pas les recommandations pour une prochaine fois puisqu'on a dépassé les 2 heures d'épisode? Ouais, tout à fait. Ok. Merci beaucoup messieurs. C'était un épisode extrêmement long, mais en même temps c'est un film qui déchaîne toutes les passions. C'est Star Wars, il faut pas déconner. Ça aurait été presque été décevant qu'on fasse moins que ça. Donc merci infiniment à toutes les personnes qui ont eu la patience de rester jusqu'au bout. Voilà, si on est un podcast qui se lance, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ça nous aidera beaucoup, ne serait-ce qu'à avoir la foi de continuer à faire des épisodes aussi longs et à parler avec toute notre passion, mais ça dans tous les cas on le fera. Donc voilà, merci tout le monde, merci Thomas, merci Bertrand, merci Thibaut, et puis merci la vie, et puis merci Star Wars. Embrassons la vie. Je l'embrasse de toutes mes forces. Allez, ciao, faut savoir conclure un épisode. Merci les copains, bisous tout le monde. Salut. Ciao.